عشان في هدنه ارتحنا الهدنه هاي يعني احنا قبل هيك كانت كذا هدنه تصير واسرائيل تدخل فيها طبعا. סומכת על חמאס אף פעם. היה לנו 3-4 פעמים הפסקות אש במשך המלחמה הזאת. ראינו שהם לא נשמרו. Bonjour et bon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. C'est le morning, nous sommes en édition spéciale et voici ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin. Le Hamas et le djihad islamique indiquent cette nuit qu'ils n'accepteront pas de prolonger la trêve si Israël ne répond pas à leurs exigences. Non satisfait de la tournure des négociations au Caire, il hausse le ton face à l'Égypte qui aurait refusé la plupart des demandes palestiniennes. La branche armée du Hamas affirme en parallèle qu'elle reprendra ses tirs à partir de vendredi 8h du matin, échéance de la trêve de 72 heures. De son côté, Israël a accepté de prolonger le cessez-le-feu sans condition et sans limite dans le temps, mais Binyamin Netanyahou déclare hier soir que l'armée se tient prête à réagir si le feu devait reprendre. À noter que la défense passive israélienne a levé toutes les mesures d'urgence pour les civils du pays. Barack Obama, lui, appelle les deux parties à maintenir et respecter ce cessez-le-feu. Pour le président américain, il faut commencer le processus de reconstruction de la bande de Gaza et la levée de son blocus. Il appelle enfin à rétablir la confiance entre Israéliens et l'autorité palestinienne afin de relancer le dialogue de paix. Enfin, le ton était nettement moins pacifique hier à l'Assemblée générale de l'ONU. Ban Ki-moon parle d'horreur et de honte quand il évoque la bande de Gaza après l'opération israélienne. Il appelle à une enquête où Israël devra répondre aux supposés crimes de guerre commis notamment contre les civils tués dans les écoles de l'UNRWA à Gaza depuis un mois. Et nous sommes en ligne avec Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne, porte-parole de Tsahal. Olivier, bonjour, merci d'être avec nous. Alors on l'a dit, la branche armée du Hamas annonce qu'elle reprendra ses tirs vendredi matin. Si elle le fait, comment va réagir Israël? Écoutez, pour l'instant, nous sommes toujours dans la situation où les forces de Tsahal ont quitté la bande de Gaza, mais sont très proches et sont prêtes à toute éventualité. Nous sommes dans une situation où nous respectons les 72 heures de cessez-le-feu, comme le gouvernement israélien a décidé. Et il y a donc des discussions que vous connaissez au Caire aujourd'hui. Ce que disent les uns, ce que disent les autres, pour l'instant, nous sommes, en tout cas dans Tsahal, je répète, dans une situation où toute éventualité est prise en considération. Et les forces de Tsahal, évidemment, réagiront s'il y a un changement de situation. Est-ce que les troupes israéliennes restent postées à la frontière? On parle de combien d'hommes? Les troupes de Tsahal sont évidemment toujours sur place. Il y a pour Israël aujourd'hui une situation où l'opération n'est pas terminée tant que les choses ne sont pas claires. Donc les forces de Tsahal sont là, présentes au bord de la bande de Gaza, à la ligne entre Israël et la bande de Gaza. Et il y a un état de force important qui n'a pas en fait diminué, mais qui se trouve actuellement à l'extérieur et non pas à l'intérieur de la bande de Gaza. Olivier Rafovitch, on entend beaucoup de débats maintenant que l'heure est plus ou moins au bilan entre la branche politique et militaire israélienne. Est-ce que l'armée aurait voulu que l'opération se déroule d'une autre manière? Vous savez, aujourd'hui, Tsahal fait partie d'un pays démocratique. C'est l'échelon politique qui décide et c'est l'armée qui exécute. Donc ce débat interne en Israël n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas au niveau de l'armée. Tsahal aujourd'hui, comme je vous l'ai dit auparavant, est là, est prêt à toute éventualité. Et s'il y a un changement au niveau de la sécurité d'Israël au sud et même bien au-delà, eh bien Tsahal saura trouver les réponses et saura réagir
rapidement. Alors une question très concrète, si le cessez-le-feu est maintenu et qu'un accord est trouvé entre le Hamas et Israël, si Tsahal apprend qu'un tunnel est en train d'être construit demain ou après-demain, que fait l'armée israélienne très concrètement? Vous posez ici des questions importantes de fond. Encore une fois, je ne peux pas vous dire au-delà de ce que je peux vous dire jusqu'à maintenant, c'est que l'armée israélienne est entrée dans une opération extrêmement importante. Il y a eu des acquis et des résultats sur le terrain qui sont contre le Hamas indéniables. Plus de 900 voire 1000 terroristes du Hamas et du djihad islamique ont été éliminés par l'armée israélienne. 32 tunnels ont été découverts et ont été démantelés. Nous avons réussi à trouver les techniques du Hamas. Nous avons réussi véritablement à affaiblir la force militaire du Hamas. Il y a évidemment toujours des éléments militaires du Hamas. Si le Hamas recommence et veut encore une fois l'offensive, la lutte armée contre Israël, encore une fois, eh bien Tsahal réagira comme il a fait dans le passé. Mais nous espérons encore une fois pour l'instant que ce ne sera pas le cas. Mais si c'est le cas, eh bien Tsahal réagira bien sûr. Olivier Rafovitch, colonel réserve, porte-parole de l'armée israélienne, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonjour Cyril. Bonjour, et bonjour Yoshua Amishav, ancien diplomate israélien. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'on est dans une situation extrêmement fragile où le moindre craquage d'allumettes peut relancer l'incendie? Oui, moi je crois que, bon, on vient d'entendre ce que le Hamas et le djihad islamique disent. Évidemment, on peut dire c'est la guerre psychologique, c'est jouer sur les nerfs des Israéliens, puisqu'on a regoûté un petit peu à la normalité dans les dernières 48 heures. Donc, faire planer une menace, évidemment, peut remettre la tension, etc. Je pense quand même qu'il faut être très attentif parce qu'on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Et effectivement, moi j'ai tendance à, même si on peut raisonnablement penser qu'il s'agit de guerre psychologique, je pense qu'il peut se produire quelque chose quand même parce que le Hamas comprend que contrairement à ses rodomontades, il a subi un échec extrêmement sévère, écrasant. Olivier Rafovitch en parlait et il n'a pas parlé du fait que toutes les infrastructures administratives du Hamas sont détruites aussi, pas seulement militaires et tactiques, les bureaux, les ordinateurs, enfin tout ce qui permet à un groupe terroriste et à tout le monde d'ailleurs de fonctionner. Donc je crois que le Hamas tient un discours public d'une certaine teneur. Je pense qu'ils ne sont pas fous, ils constatent très bien l'ampleur des dégâts et de la situation. Il y a une faible possibilité, mais une possibilité qu'ils soient tentés par un baroud d'honneur, si je peux dire comme ça. Alors, ça pourrait, vous le dites, être un coup de poker. Ça va dépendre et uniquement dépendre des acquis que le Hamas va obtenir au Caire. Vous savez, le Hamas est une organisation qui traverse une crise intérieure très grave. Khaled Mashal, qui se trouve au Qatar, a l'air d'être assez isolé. Il semblerait, d'après les meilleurs observateurs israéliens, pas aucune raison de mettre en doute leur analyse, qu'il ait été hostile et que cette trêve lui ait été en fait imposée. Donc il y a une organisation qui non seulement est quand même groggy après des coups très sévères qu'elle a encaissés, mais en plus qui traverse une crise intérieure non négligeable. Dans ces circonstances-là, souvent dans les mouvements terroristes, et pas seulement là-bas, il y a une espèce de surenchère intérieure pour montrer qui va être le plus patriote et le plus militant et le plus dévoué à la cause, entre guillemets. Donc voilà, je pense qu'il faut être très très attentif. Je suis convaincu que l'armée suit seconde par seconde, je ne dis pas minute par minute, mais seconde par seconde, exactement les développements sur le terrain. Elle saura réagir s'il le faut. Alors effectivement, si à 8h01 vendredi matin, le Hamas reprend ses tirs, est-ce qu'Israël doit riposter immédiatement? Immédiatement, parce que je crois qu'une des grandes leçons qu'on doit tirer de ce qui s'est passé entre l'opération précédente et celle-ci, c'est qu'il n'y a pas eu toujours, disons, la réponse immédiate et ferme et décidée, appropriée. Et vous savez, ce sont des ballons d'essai chaque fois. On lance 2-3 missiles, on regarde ce qui se passe et puis on voit qu'on ne réagit pas, donc on en lance quelques-uns. À ce moment-là, Israël réagit, donc on se calme pour 3 mois et puis on en relance 4 ou 5. C'est toujours une espèce de jeu du chat et de la souris, je dirais. Mais là, on n'est pas chez Tom et Jerry. On est dans une tragédie à laquelle il faut mettre fin. Donc oui, je pense que s'il y a ne fût-ce qu'un seul tir, il faut qu'il y ait une réponse forte. Fermeté, dites-vous, parce qu'Israël a manqué de fermeté peut-être depuis un mois ?
Non, on ne peut pas dire ça. Je pense que quand même ce qui a été fait montre qu'Israël n'a pas manqué de fermeté. Dans les années précédentes, ce n'est pas une question de manquer de fermeté, je pense que c'est une question de politique qui n'a peut-être pas été très bien définie. Le problème pour moi n'est pas le problème de l'armée, le problème de l'échelon politique. Quelle est la politique que le gouvernement d'Israël veut suivre? Puisqu'on voit très bien, vous le voyez bien, tous nos téléspectateurs le voient bien, que même dans cette opération quand même importante, massive, avec des résultats... je veux dire, qui seront lourds de conséquences à beaucoup de points de vue, l'objectif du gouvernement d'Israël n'a pas été de faire s'effondrer le pouvoir du Hamas à Gaza. À aucun moment ça n'a été dit. Il aurait dû l'être Avant hier soir, le correspondant politique de la deuxième chaîne, votre confrère Rudi Segal, a publié dans le journal du soir une projection de l'armée qui indiquait ce qui se passerait dans cette circonstance. Faire tomber le pouvoir du Hamas à Gaza, c'est un objectif qui est légitime. Simplement, il faut savoir ce que ça coûte, entre guillemets, c'est-à-dire quelles sont les implications. Ce sont des mois de combat dans la bande de Gaza. C'est un pouvoir, une réoccupation de la bande de Gaza, une présence israélienne. Des mois, mais peut-être des années. On rappelle ce que vous dites, voilà, a révélé. D'après l'armée, 5 ans des centaines de soldats israéliens tués, des milliers de civils à Gaza tués. L'armée qui a dressé un tableau extrêmement noir de ce réinvestissement. Ça s'est passé il y a 2 semaines à peu près au cabinet ministériel. Voilà. Le cabinet vote à l'unanimité contre. Bien sûr. Et après, certains des ministres qui ont voté contre sortent et se répandent dans la presse en attaque plus ou moins discrète contre Benjamin Netanyahou parce qu'il ne le fait pas. Oui, on est très vite... Ça me donne de l'optimisme par contre. Ça veut dire que peut-être la routine revient en Israël et on assiste une fois de plus à ce phénomène unique au monde. Je connais nulle part ailleurs. Je pense que si un Premier ministre à Paris s'exprime contre Manuel Valls aujourd'hui, il a 2 heures après un coup de fil du secrétaire général de l'Élysée et il a 24 heures pour présenter sa lettre de démission, pour mettre toutes ses affaires dans un petit carton. Est-ce que vous pensez que l'armée israélienne, Benny Gantz, a noirci le tableau volontairement pour empêcher ce scénario? Barbara, vous voyez ce qui se passe. Nous avons eu 64 morts dans une opération d'1 mois. Qui n'a pas concerné toute la bande de Gaza, puisque quand on voit les images de Gaza, on se rend compte que les destructions massives se concentrent sur 3 ou 4 quartiers. Il y a 1,5 million d'habitants quand même à Gaza, donc il y a des centaines de milliers de Palestiniens dont les quartiers n'ont pas été touchés. Bon. Alors si dans une opération encore limitée géographiquement dans la bande de Gaza et limitée dans le temps, ça a duré 1 mois. Il y a déjà 64 morts. Le combat dans la bande de Gaza est quelque chose d'extrêmement difficile puisque tout le monde sait il faut se battre maison par maison, étage par étage, cave par cave. Enfin, je pense qu'il ne faut pas être spécialiste militaire, et moi je ne le suis pas d'ailleurs, comme vous le savez, mais il ne faut pas être sorti de l'école de guerre pour comprendre que le prix d'une telle... opération qui doit être menée en territoire urbain avec les maisons qui sont comment dirais-je, préparées par le Hamas, qui sont bardées d'explosifs, etc. Enfin, je pense que tout le monde comprend le prix qui sera exigé, mais oui. Non seulement le prix humain, je le répète, d'après l'armée, je ne vois pas pourquoi l'armée aurait noirci le tableau. Simplement, elle fait son travail, et elle dit au ministre, écoutez, c'est vous qui décidez, Olivier Rafovitch le rappelait, heureusement en système démocratique, oui. En régime démocratique, c'est l'échelon politique qui indique les buts à l'armée et l'armée qui exécute, mais c'est le devoir de l'armée de dire c'est d'accord, mais dans cette optique-là, voilà ce qui est plus que probablement susceptible de se passer. Voilà. Parce qu'après la guerre, il y a une commission d'enquête et c'est Benny Gantz qui devra expliquer pourquoi il n'a pas mis le gouvernement en garde. Alors, on voit que la situation est très complexe, qu'il n'y a pas de solution définitive de noir ou de blanc, et c'est pour ça peut-être que le bilan, en tout cas après 1 mois d'opération, est une sorte de bilan en demi-teinte. En tout cas, Benjamin Netanyahou a essayé d'expliquer la victoire israélienne hier soir en direct à la télévision. Je vous propose de l'écouter. La situation sécuritaire des habitants du sud d'Israël est meilleure et plus sûre qu'avant l'opération Bordure protectrice. Durant les dernières années, le Hamas a creusé un réseau important de tunnels qui débouchaient dans notre territoire avec comme objectif de perpétrer des attentats de grande ampleur contre des citoyens israéliens. Ce réseau a été anéanti par l'armée israélienne ces dernières semaines. Nous sommes sortis de la bande de Gaza seulement après que l'armée s'est assurée d'avoir détruit tous les tunnels connus des services de renseignement et ceux découverts durant la mission de nos forces dans la bande de Gaza. Est-ce
que vous entendez dans les mots de Benyamin Netanyahou une volonté de déclarer victoire, mais quand même, dans la réalité, un bilan en demi-teinte? Écoutez, à la différence de ce qui se passe de l'autre côté, où on assiste au spectacle surréaliste qui répond peut-être à des besoins intérieurs, comme je disais il y a quelques minutes, enfin surréaliste quand même, des déclarations de victoire du Hamas, contrairement à tout ce que le moindre observateur sensé voit sur le terrain, je pense que la grande force d'Israël, ça a toujours été, et j'espère que ça va continuer, de ne pas se raconter trop d'histoires, de voir les choses comme elles sont. Les choses comme elles sont, c'est que des coups extrêmement sévères ont été portés, mais le Hamas a encore, semble-t-il, entre 2500 et 3000 roquettes, selon les experts. Il a obtenu, de son point de vue, des succès, puisqu'il a réussi à perturber très gravement la vie civile en Israël pendant plus d'un mois. Il a porté des coups sévères au tourisme. Il a réussi à faire fermer l'aéroport pendant 36 heures. Donc, de son point de vue, il pourrait éventuellement prétendre à quelques succès. Mais je crois que Benyamin Netanyahou a trouvé le ton absolument juste dans son bilan. On ne pavoise pas. D'abord parce qu'on a 65 morts et parce qu'il y a de l'autre côté aussi, et je pense qu'il faut y être sensible à une souffrance humaine. On peut discuter maintenant qui est responsable, et le Hamas à l'intérieur des populations civiles, et ils mettent leur rampe de tir en plein quartier populaire. Bon, on est tous d'accord là-dessus. À l'arrivée, il reste un drame humain qu'il faut considérer. Moi, je suis assez épouvanté d'entendre parfois ce qui se dit chez nous. Je pense pas, mon sionisme et mon judaïsme me dictent autre chose. Et voilà, donc je pense que le Premier ministre en est bien conscient aussi. Le chef d'état-major a parlé plusieurs fois de ce problème humain, et quiconque connaît un tout petit peu Benny Gantz sait qu'il a été très sincère là-dessus. Il a répété que l'objectif de l'armée, c'est de ne pas toucher les civils. Mais bien sûr, Benny Gantz n'est pas un pacifiste. Vous savez, chef d'état-major de l'armée israélienne. Mais c'est un homme pétri de très profondes valeurs humaines. Quand il a dit ce qu'il a dit, il l'a dit, et je pense qu'il a représenté Israël de la meilleure manière qui soit. En tout cas, c'est comme ça que moi, je voudrais voir nos dirigeants. Et je crois que Benyamin Netanyahou va dans cette ligne, et il fait très bien. Je pense qu'aujourd'hui, pavoiser, sortir les drapeaux et aller danser la hora dans les rues ne serait pas de mise, et d'ailleurs, personne ne le fait. On va jeter un coup d'œil aux journaux de la région ce matin avec vous, Cyril, pour mieux comprendre un petit peu ce qui se dit ce matin. Alors tout d'abord, après 29 jours de combat, on le voit dans les journaux ce matin, Israéliens et Palestiniens tentent de retrouver un semblant de vie normale. Ah oui, comme sur cette une du quotidien Yediot Aharonot, c'est du Israël Hayom, pardon, c'est le retour à la normale. C'est donc le titre choisi ce matin par nos confrères du quotidien proche du pouvoir. L'été et son lot d'insouciance qui ont donc repris leurs droits. Irit Maoz, cette jeune mère de 3 garçons, va enfin pouvoir rentrer chez elle dans un kibbutz du sud d'Israël, et puis la mer Méditerranée, des deux côtés de la frontière, à Gaza mais également à Ashdod, qui fait le bonheur des jeunes et des moins jeunes Israéliens et Palestiniens. Voilà donc sur cette photo d'Israël Hayom des jeunes enfants israéliens qui s'amusent, et des enfants palestiniens aussi sur cette une du Palestine qui s'amusent dans la mer Méditerranée. Voilà, et malheureusement face à ces images, la grande question que tout le monde se pose ce matin, c'est de savoir si la trêve de 72 heures va être prolongée. C'est la question que se posent les journaux ce matin aussi. Et oui, les journaux égyptiens principalement, puisque selon le quotidien Al-Masri Al-Yom, le Caire aurait proposé de prolonger la trêve de 48 heures. Une proposition acceptée par Israël, mais Moussa Abou Marzouk, c'est le chef adjoint du Hamas, qui est cité par le journal, et qui est proche de Palestine, et cité par le journal Palestine, il n'y aura toujours pas d'accord pour un cessez-le-feu. Selon le journal, les négociateurs palestiniens ont une nouvelle fois été reçus par les chefs du renseignement égyptien, les célèbres Mukhabarat, mais faute de percer, annonce le Haaretz, bien le Hamas reprendra les hostilités, et ce dès demain matin, 8 heures, date et horaire à laquelle expirera donc la trêve de 72 heures obtenue grâce à la médiation égyptienne. Car faute de réponse israélienne aux exigences du Hamas, la main de la résistance restera sur la gâchette, a confié le haut responsable du Hamas, Izad Arishk, au journal
égyptien. Voilà donc la prolongation de la trêve en suspens selon les journaux israéliens, palestiniens et égyptiens. Voilà, mais les discussions se poursuivent et le journal Haaretz révèle ce matin que les 3 grandes puissances européennes ont proposé à Benyamin Netanyahou un plan de reconstruction de la bande de Gaza. Ce sont des révélations que l'on doit ce matin au correspondant diplomatique du journal Barak Ravid, le journaliste qui s'est procuré un exemplaire du document qui a été remis hier par les ambassadeurs français, allemands et britanniques à Yossi Cohen, c'est le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Alors que contient ce papier ? Eh bien, il propose un plan de reconstruction de la bande de Gaza en contrepartie de la mise en place d'un système de supervision qui permettrait d'empêcher le réarmement du Hamas, mais également des autres organisations terroristes de la bande de Gaza. Une initiative en 5 points détaillée ce matin par le quotidien israélien. Premièrement, empêcher le réarmement du Hamas. Donc, deuxièmement, reconstruire la bande de Gaza en collaboration avec la communauté internationale, mais également l'autorité palestinienne. Troisième point, mettre en place un mécanisme de supervision pour s'assurer que les matériaux dont il pourrait être fait un double usage, comme le ciment ou l'acier, ne parviennent pas aux mains des terroristes. Point numéro 4, c'est le retour de l'autorité palestinienne et du président Mahmoud Abbas dans la bande de Gaza. Et enfin, les Européens qui envisagent un déploiement de l'EBAM, la mission d'assistance aux frontières de l'Union européenne, et ce, au passage frontalier de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Voilà pour ce plan. Barack Obama a lui aussi parlé cette nuit de nécessité d'entamer ce processus de reconstruction de la bande de Gaza. On va en reparler dans un instant, Yeshua, mais sur le plan diplomatique, il n'y a pas eu que ces déclarations-là. Il y a eu aussi celle de Ban Ki-moon hier à l'Assemblée générale des Nations Unies. Oui, devant l'Assemblée générale des Nations Unies qui a dénoncé les attaques contre les bâtiments de l'ONU dans la bande de Gaza, les qualifiant de scandaleuses, d'inacceptables et d'injustifiables. Un discours à sens unique qui, selon le Israël Hayom, aurait rendu furieux les dirigeants israéliens. Le quotidien à grand tirage, Yediot Ahronot fustige ce matin l'hypocrisie de l'institution internationale. Après 29 jours de combat durant lesquels Israël a repoussé la menace terroriste du Hamas, Ban Ki-moon a trouvé qui accuser, s'indigne le tabloïd populaire, avant de s'interroger pourquoi, oui pourquoi, diable l'ONU n'a-t-elle rien fait pour prévenir les tirs de roquettes effectués au cœur même de ces institutions. Pour l'éditorialiste Boaz Bismuth du Israël Hayom, le Hamas est tout bonnement encouragé par la communauté internationale. Après 4 semaines de tirs incessants, voilà que l'ONU prend le relais en sortant l'artillerie lourde pour tester le dôme de fer diplomatique cette fois-ci de l'État juif. Et enfin, dans une lettre ouverte au secrétaire général des Nations Unies, la grande plume du Yediot, Ben-Dror Yemeni, interpelle ce matin Ban Ki-moon. Les actions du Hamas ont été perpétrées dans votre arrière-cour, monsieur Ban Ki-moon. Ce qui est disproportionné, ce ne sont pas les représailles de l'armée israélienne, mais ce sont bel et bien les accusations qui sont faites contre Israël. Merci Cyril. Quand vous entendez Ban Ki-moon en tant que diplomate israélien, vous ressentez quoi ? Hamas a tiré sur Israël 3356 missiles. Si M. Ban Ki-moon veut tirer le missile numéro 3357, on peut que le déplorer. Moi, je voudrais quand même dire que jusqu'à ce discours inacceptable et révoltant d'hier soir, Ban Ki-moon a été extrêmement équilibré et correct dans ses propos. Je pense qu'il ne faut pas briser les ponts et mettre le feu à toute la maison, si je peux dire. Mais il faut très certainement lui remonter les bretelles. Je crois que c'est fait. Les éditorialistes l'écrivent très bien. Je pense qu'on sera tous plus ou moins d'accord avec eux. Il faudrait, et je pense que ça viendra certainement dans le courant de la journée, une réaction politique aussi très forte, très ferme, pour montrer qu'il y a des lignes rouges que nous ne pouvons pas accepter, des choses que nous ne pouvons pas entendre. Mais comment dirais-je... L'ambassadeur israélien à l'ONU a essayé de lui répondre hier, ça n'a pas franchement été entendu. Non, parce que là, j'ai le plus grand respect pour Ron Prosor, qui est un excellent ambassadeur d'Israël à l'ONU, mais là, il faut une réaction à un niveau plus élevé. Ça viendra, j'en suis absolument convaincu, parce que là aussi, il faut mettre des lignes rouges est-ce que sur le fond, on le voit depuis un mois, déclaration de Ban Ki-moon, ça a été le cas de beaucoup de dirigeants politiques étrangers qui tirent sur Israël. Israël tente de rectifier le tir, mais c'est souvent trop tard. Oui, mais encore une fois, je pense que ces 2-3 derniers jours, il y a une dégradation à ce point de vue-là. Mais si on regarde ce qui s'est passé jusqu'à 2-3 jours, je maintiens
que l'attitude de la communauté internationale a été extrêmement équilibrée et je dirais quand même parfois étonnante. Je rappelle quand même qu'il y a 2 semaines, on avait tous salué le communiqué du ministère, des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui contenait des choses qui n'avaient jamais été dites. Il est manifeste que la communauté internationale et d'ailleurs l'ensemble du monde arabe, Qatar accepté, a laissé Israël faire jusqu'à... Je crois que ce qui a frappé beaucoup les esprits, c'est ce qui s'est passé 3 jours avant le cessez-le-feu à Rafiah, autour de l'hôpital. Je crois que là, il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être aussi, qu'on devrait peut-être aussi de notre côté réellement examiner à fond pour voir pourquoi il s'est produit en une journée quelque chose qui a fait beaucoup de victimes civiles. Je sais que l'armée a ouvert une enquête intérieure, donc on attendra un petit peu. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas gâcher l'ensemble du paysage. Simplement, ce qui a été dit dans les 2-3 derniers jours, par Laurent Fabius aussi d'ailleurs. Et parler de massacre. Hein. Voilà, et parler de massacre. Le massacre, j'ai regardé un petit peu mon histoire de France. C'est par exemple ce que l'armée française a fait à Sétif en Algérie en mai 1945. Ça, c'est un massacre. Alors, parlons quand même de cette touche d'optimisme que vous voulez insérer avec ces déclarations, peut-être cette nuit de Barack Obama et ce plan européen. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, reconstruction de la bande de Gaza, ce plan Marshall, vous y croyez? Je ne sais pas si j'y crois, mais je sais qu'il est indispensable. C'est évident qu'on ne peut pas laisser la situation à Gaza comme elle est. Écoutez, c'est le terreau le plus fertile, le plus rêvé, mais c'est classique, je veux dire. Il y a un certain moment, on revient sur des choses que tout le monde sait. Il faut bien distinguer 2 choses. Quand on regarde le profil des terroristes qui ont fait les attentats du 11 septembre, on se rend compte que ce n'est pas des pauvres diables désespérés, ce sont tous, à peu près tous des fils de bonnes familles, saoudiens, etc., familles très riches, des gens qui ont pu leur payer des études aux États-Unis, ça c'est une chose. Après, il y a les masses, moi j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais à l'instant j'en trouve pas un autre. Il y a des centaines de milliers de gens qui n'ont, et de jeunes en particulier, la population de Gaza est très jeune, comme vous le savez, au moyen d'âge, qui n'ont aucun espoir devant eux, aucun horizon, aucun futur. Alors, dans ces conditions-là, vous comprenez bien qu'ils sont la proie idéale pour n'importe quel prêcheur qui va les amener à la mosquée, va leur dire de toute façon, sur cette terre-là, il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien, c'est au paradis d'Allah qu'il faut aller. C'est un discours auquel ils vont être réceptifs dans la mesure où ils n'ont rien à perdre, en tout cas une grande partie d'entre eux. C'est ce que Moshe Dayan d'ailleurs avait parfaitement compris dès le lendemain de la guerre des 6 jours. Ça ne nous rajeunit pas, ça fait 45 ans un peu plus. Il avait mené cette politique des ponts ouverts entre les territoires de la Cisjordanie et la Jordanie pour faire fonctionner le commerce, pour qu'il y ait des échanges, pour faire fonctionner un peu de tourisme, etc. Est-ce que Benyamin Netanyahou pourrait emprunter cette voie-là ? Moi, j'espère qu'il l'empruntera. Le problème, c'est qu'en 67, il y avait à qui parler. Il faut dire ça aussi. Moshe Dayan, en sous-main, tout le monde traitait avec le roi Hussein, qui avait pourtant participé à l'agression contre Israël. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et nonobstant ce fait-là, qu'il avait participé à l'agression contre Israël, il a quand même été considéré, dès le lendemain de la guerre des 6 jours, comme un partenaire par des gens comme Moshe Dayan, qui n'étaient pas spécialement des tendres et des romantiques. Oui. Ici, à Gaza, il n'y a pas d'interlocuteur pour Benyamin Netanyahou. Une intervention de l'Union européenne. De l'Union européenne, comme elle vient d'être dévoilée dans le document publié par Barak Ravid, avec un contrôle très étroit de notre part de tout ce qui entre et de tout ce qui est utilisé à Gaza, pourrait ouvrir, entrebâiller, je dirais, une fenêtre, sans plus, mais ce serait déjà pas mal. On va continuer d'en parler, vous restez avec nous, Yeshua. Merci beaucoup, Cyril. On se retrouve dans 2 petites minutes. Ne bougez pas. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer ce matin. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Le Hamas et le djihad islamique indiquent cette nuit qu'ils n'accepteront pas de prolongation de la trêve si Israël ne répond pas à leurs exigences. Non satisfait de la tournure des négociations au Caire, ils haussent le ton face à l'Égypte, qui aura refusé la plupart des demandes palestiniennes. La branche armée du Hamas affirme qu'elle reprendra ses tirs à partir de vendredi 8h du matin, échéance de la trêve de 72 heures. De son côté, Israël a accepté de prolonger le cessez-le-feu sans condition et sans limite dans le temps, mais Benyamin Netanyahou déclare hier soir que l'armée se tient prête à réagir si le feu devait reprendre. À noter que la défense passive israélienne a levé toutes les mesures d'urgence qui concernaient les civils du pays depuis un mois.
Barack Obama, lui, appelle les deux parties à maintenir et respecter ce cessez-le-feu. Pour le président américain, il faut désormais commencer le processus de reconstruction de la bande de Gaza et lever son blocus. Il appelle enfin à rétablir la confiance entre Israël et l'autorité palestinienne afin de relancer le dialogue de paix. Enfin, le ton était nettement moins pacifique hier à l'Assemblée générale de l'ONU. Ban Ki-moon a parlé d'horreur et de honte quand il a évoqué la bande de Gaza après l'opération israélienne. Il appelle à une enquête où Israël devra répondre aux supposés crimes de guerre commis notamment contre les civils tués dans les écoles de l'ONU à Gaza. Voilà, et on va tout de suite se diriger vers la frontière entre Israël et la bande de Gaza où on retrouve notre correspondant militaire Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Alors on l'a dit, le Hamas menace de reprendre les tirs vendredi à 8 h du matin. Est-ce que l'armée se prépare à ce scénario? Est-ce que sur le terrain, vous constatez un changement ces quelques heures? Pas de changement, Barbara, bonjour, mais toujours une position de défense. Nous avons pu rencontrer effectivement le chef d'état-major hier, Benny Gantz, qui nous a confié en aparté que l'armée israélienne se préparait à tout scénario. Et c'est la raison pour laquelle il avait laissé plusieurs bataillons d'infanterie et bataillons de blindés le long de la bande de Gaza dans un rayon de 5 km. Et d'ailleurs, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a confirmé cette information que des forces qui n'étaient pas présentes avant cette opération bordure protectrice resteront en bordure de la bande de Gaza. Et pour que vous compreniez exactement pourquoi il y a une situation de calme à l'heure actuelle, je me trouve à Netiv HaSara, là où habituellement je vous parlais de 2-3 km de position, là où je me trouvais à côté de la bande de Gaza. Et bien là, on compte en mètres. Nous sommes à 800 mètres exactement des premières maisons de la bande de Gaza. Nous sommes à Beth Laïa. Derrière moi, ce mur, également des serres, là où un civil thaïlandais est décédé des suites d'un tir d'obus de mortier. Je vais vous demander à Nassib Safadi, mon caméraman, de vous montrer exactement les premières maisons. Et c'est très important de vous les montrer parce que ces zones agricoles, ce sont celles autorisées par Israël où les travailleurs palestiniens pourront travailler en cas d'accord futur. C'était les termes de l'accord de plomb durci après l'opération plomb durci et c'est exactement ce que l'armée israélienne souhaite autoriser à l'heure actuelle aux Palestiniens parce que le Hamas veut absolument une création d'un aéroport et d'un port. Pour l'instant, ce sont des options rejetées totalement par Israël. En revanche, elle pourrait autoriser les Palestiniens à utiliser ces terres agricoles. Merci beaucoup Mathias. Et Ali nous a rejoint sur notre plateau. Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe. Alors justement, parlons de ces conditions que sont en train d'exiger les Palestiniens au Caire. Ça coince à cause de cette demande d'un port et d'un aéroport à Gaza? C'est pas seulement ça, Barbara. C'est l'hostilité que montre le côté égyptien vis-à-vis la délégation du Hamas. Cette hostilité qui influence les négociations, l'atmosphère dans la chambre des négociations, surtout entre Égyptiens et le Hamas. Il y a une division au sein de la délégation palestinienne. Le Hamas qui veut un maximum de buts pour essayer de justifier ce round de violence, alors que la majorité de la délégation palestinienne, y compris les membres du djihad islamique, ne veulent pas un retour aux armes, ne veulent pas un retour au feu de demain matin. Mais il y a une division au sein même du Hamas entre la branche armée qui n'a pas été invitée pour participer dans ces négociations. Les Égyptiens qui, eux, ne veulent pas que le Hamas marque aucun acquis politique qui pourra être interprété, analysé comme un résultat de cette guerre, de ce round de violence. Les Égyptiens qui veulent réduire et minimiser le rôle du Hamas dans un arrangement sécuritaire prochain, mais en général dans la vie politique de la bande de Gaza. Donc il y a une bataille politique entre essentiellement le Hamas et le côté égyptien. Au milieu, il y a bien sûr la délégation palestinienne et la délégation israélienne qui attendent de voir qu'est-ce que ça va donner. Même au sein du Hamas, il y a une discussion. Est-ce qu'on peut revenir au feu demain? Les dizaines de milliers ou les 200 000 Palestiniens qui ont été réfugiés dans les écoles de l'UNRWA sont à très grande majorité retournés soit chez eux, soit ont loué d'autres appartements dans la bande de Gaza. Donc, les faire revenir au centre
d'UNRWA, ce n'est pas quelque chose qui est pensable pour les Palestiniens à la bande de Gaza. Donc je vois très mal le Hamas aller et contre le consensus palestinien qui veulent maintenir le cessez-le-feu et contre la population qui a découvert les destructions quand c'est la bande de Gaza. Mais Barbara, le retour aux arrangements de 2012 pour une Hamas, c'est une défaite parce que la population va demander qu'est-ce qu'a donné cette round si on doit revenir. Est-ce que le problème, Yeshua Amichav, de ces discussions, c'est que finalement, ce pourrait être que les deux parties ne viennent pas avec les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Le Hamas veut atteindre beaucoup plus. L'Égypte lui a dit attention, vos revendications sont des revendications d'un accord de paix global et pas des revendications d'un cessez-le-feu. Israël pourrait accepter finalement l'accord de 2012, en gros le calme pour le calme. Bien sûr, comme disait très bien Ali Waked il y a 2 minutes, le Hamas prend le risque énorme pour lui de se mettre dans une situation où la population dira mais regardez un peu la catastrophe autour de nous, pour rien. Si c'est pour en revenir. Donc, pour ça que j'ai ouvert tout à l'heure au début de notre conversation en étant un peu inquiet pour demain matin, parce que je pense que ce ne sont pas seulement des redemontages. Je pense qu'une lecture critique, si on peut dire comme ça, du Hamas, de la nouvelle réalité à Gaza qu'il a contribué lui-même en très grande partie à créer, pourrait l'amener à la conclusion qu'il faut qu'il fasse quelque chose, entre guillemets, pour justifier. Mais bien sûr, pour justifier. Mais je crois que le problème du Hamas, et ça aussi vous l'avez très bien dit, c'est pas seulement Israël aujourd'hui, c'est très certainement aussi l'Égypte. Il y a une opposition concrète. Le Hamas sont les frères musulmans. On n'a pas besoin de détailler ce que pense le président Al-Sisi des frères musulmans et comment il a renversé le pouvoir de son prédécesseur, lui-même frère musulman, Morsi. Donc, je crois que les Palestiniens sont pris là dans une espèce d'étau entre Israël et l'Égypte. Et je pense que ça aussi, ça peut donner une occasion au gouvernement israélien d'être un peu plus proactif, je dirais, de prendre des initiatives. Vous savez, dans la déclaration d'indépendance d'Israël, 48, le document fondateur, on cite toujours la première phrase qui est la plus, je dirais, émouvante et spectaculaire. Mais à l'intérieur du texte, il y a un paragraphe qui commence par aux prises en ce moment même avec une brutale agression, nous continuons à tendre la main et à vouloir apporter la paix et la coopération dans la région. C'est ça, tout simplement ça que le gouvernement d'Israël... Ça veut dire quoi, Yeshua Amichav? Ça veut dire lever le blocus sur Gaza? Non, ça veut dire... D'abord, le blocus n'est pas une fin en soi. Le blocus est un moyen. Le blocus n'est pas un but dans la vie d'un dirigeant israélien. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Je vais mettre le blocus... Il est quand même maintenu depuis 7 ans sans discussion, sans réflexion. Il est maintenu parce que les situations qui sont créées n'ont pas vraiment permis, et si vous demandez aux Égyptiens de l'autre côté, ils vous en diront au moins autant et peut-être même plus que ce que peut vous en dire un Israélien. Simplement, ce n'est pas un but en soi. Simplement, les conditions sécuritaires doivent être réunies pour que ce blocus, la levée de ce blocus ne soit pas l'ouverture de tous les tuyaux d'approvisionnement au mouvement terroriste en béton, en fer, enfin tout, au matériel de construction, en armes, d'ailleurs même également. Je crois que c'est ça la clé, et une intervention internationale ici. Évidemment, l'ONU, en parlant comme elle a parlé hier soir, se discrédite, mais l'Union européenne pourrait être cette fois-ci, les 3 puissances européennes dont on parlait tout à l'heure, pourrait éventuellement mener un groupe de pays avec des Émirats du Golfe et avec l'Arabie Saoudite en sous-main, disons, qui financerait les choses. Tout ça sont des scénarios qui sont sur la table. Alors, scénario que l'Égypte refuse d'envisager pour le moment à propos de ce blocus, c'est l'ouverture totale, complète du point de passage de Rafah. C'est ce que exigent les Palestiniens. L'Égypte veut une présence de l'autorité palestinienne, c'est sa condition ? Elle veut une présence de l'autorité palestinienne. Hamas n'a pas un problème avec la présence de l'autorité palestinienne, mais Hamas ne veut pas que ce conflit débouche à la seule ouverture de la frontière avec l'Égypte, avec Rafah. Le Hamas veut toute une liste de mesures qui leur permettra de présenter à la population quelques acquis politiques comme résultat de cette guerre. Et il y a un autre problème, c'est que au fond, les Égyptiens ne pensent pas que l'autorité palestinienne actuelle peut vraiment garantir la sécurité sur la bande de Gaza. Eux, ils voulaient voir d'autres figures palestiniennes responsables ou faisant partie du nouveau arrangement. Mais le problème, c'est que, par exemple, les noms que les Égyptiens aimeraient voir, celui du Mohamed Dahlan, le plus grand rival de M. Abbas au sein du Fatah. Donc la situation est beaucoup plus compliquée, même au niveau de l'autorité
côté palestinien. Mais à la base, les Égyptiens ne voulaient pas voulaient écarter le Hamas de tout arrangement sécuritaire. Le problème, c'est que les Égyptiens veulent écarter le Hamas de la vie politique de la bande de Gaza, réduire à zéro le lien entre le Hamas et le Sinaï, le lien entre les groupes djihadistes de la bande de Gaza et le Sinaï. Et le problème des Égyptiens, c'est qu'ils ne pensent pas que la direction palestinienne actuelle peut être le garant de cet écart entre djihadistes d'un côté des frontières et de l'autre côté des frontières. Au milieu, bien sûr, il y a la délégation israélienne. C'est un peu étonnant de dire qu'entre l'Égypte et les Palestiniens, il y a cette délégation israélienne qui, elle, veut que la population au sud d'Israël revienne au calme, revienne à la vie normale. Mais on attend demain matin, Barbara. Le Hamas, depuis le début de ce conflit, a montré que le calcul rationaliste n'était pas vraiment à la base de ces calculs, à la base de ces considérations. Il y a une discussion au sein du Hamas. Khaled Mashal n'est pas présent au Caire, Barbara. Cet écart de Khaled Mashal signifie l'écart du Qatar. Khaled Mashal et le lien d'argent entre la direction du Hamas et entre la bande de Gaza, entre la direction du Hamas et entre la branche militaire. Donc il y a tous des calculs internes qui ne sont pas peut-être présents au Caire, mais derrière les coulisses, ces calculs vont avoir une influence énorme sur la décision finale du Hamas demain. Ali disait que cette situation était un peu surréaliste de voir entre le Hamas et l'Égypte Israël, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas conclure qu'Israël et l'Égypte ont les mêmes intérêts et qu'ils devraient plus coopérer, peut-être pour réduire au minimum cette force politique Al-Hamas à Gaza? Je pense qu'objectivement, on peut dire qu'il y a déjà aujourd'hui une coopération très forte entre les deux pays, et elle est d'autant plus forte qu'elle est moins publique. Et à tous les niveaux que le public ne voit pas, et moi je pense que c'est comme ça que ça doit être. Loin des caméras, il y a énormément de coordination politique et aussi de renseignement, aussi militaire. Donc vous avez un moment, par exemple, pour faire un exemple qui n'est pas lié au Hamas, c'est pour montrer l'ampleur de la coopération entre les deux pays. À un moment, lorsqu'il y a eu des problèmes de sécurité très graves dans le Sinaï, l'armée égyptienne a demandé de pouvoir mettre plus de force dans le Sinaï que celle qui était concédée par les accords de Camp David. Et Israël a donné son accord, comprenant très bien qu'il y avait un intérêt commun à réduire, mettre hors d'état de nuire ces groupuscules terroristes qui avaient perpétré des attentats quand même très importants avec beaucoup de victimes dans le Sinaï. Donc là aussi, on retrouve un petit peu face à une organisation terroriste comme le Hamas qui en fait ne présente aucun projet politique. On n'est pas chez Abou Mazen, on peut discuter du projet politique d'Abou Mazen à perte de vue, mais il y a un projet politique. Au Hamas, il n'y a pas de projet politique, il y a un projet que je ne peux pas qualifier autrement que génocidaire par rapport à l'État d'Israël, et par conséquent, nécessité fait loi, Israël doit répondre et doit chercher des alliés dans la région. Si l'Égypte est dans un gouffre idéologique avec le Hamas autour de la question historique des frères musulmans, je crois qu'Israël a tout intérêt et tout est pleinement justifié à en retirer les avantages possibles. La gauche parle même d'occasion historique à ne pas manquer. On va essayer d'y revenir, mais pour l'heure, je me tourne vers vous. Betsabé, on jette un coup d'œil à la presse internationale ce matin. Les grands titres, c'est quoi ? Alors, c'est une bonne nouvelle, tout d'abord. Ce cessez-le-feu qui semble tenir, remarque le New York Times. Alors, naturellement, est venue l'heure des bilans, des victimes, notamment. Bien sûr, ces morts à Gaza, 1800, dont la majorité sont des civils, écrit le New York Times, dont 408 enfants, selon les Nations Unies, et une facture de dommages matériels aussi assez costaud, 6 milliards de dollars. Alors, moins concret, mais important, note le journal, la façon dont les Israéliens ont dû vivre face à la menace des roquettes, la tension avec les États-Unis, les critiques bien sûr de la communauté internationale et puis la flambée des manifestations et des violences antisémites, nous dit le journal. Alors dans ce bilan, le New York Times note qu'aucun camp n'a réussi à atteindre son objectif principal, celui de détruire l'autre, dit le quotidien américain. Or, le problème, c'est que le Moyen-Orient est plus instable que jamais et que ce conflit n'est pas circonscrit seulement à la bande de Gaza et à Israël. Et c'est la raison pour laquelle les négociations qui se jouent en ce moment au Caire sont si importantes, note le New York Times. Alors, le problème, selon le Figaro, c'est quoi ? C'est que ces négociations, justement, elles se font
à reculons. Pourquoi? Parce que les deux ont décidé de ne rien céder, qu'ensuite ils refusent de se parler directement. Résultat, alors le Figaro raconte que les chefs des services de renseignement égyptiens doivent jouer les petits télégraphistes. Et pourtant, certitude, là aussi, écrit le Figaro, le temps presse. Voilà, et puis on reparle dans la presse internationale ce matin aussi de cette démission d'une secrétaire d'État britannique en guise de protestation contre son gouvernement à cause de sa gestion de la crise à Gaza. Exactement. Saïda Warsi, la ministre adjointe donc au sein du Foreign Office britannique, qui avait estimé, on rappelle, que l'attitude du gouvernement Cameron était absolument moralement indéfendable. Alors, ce claquage de porte au nez du gouvernement Cameron fait beaucoup de bruit, bien sûr, d'autant que, comme le rappelle Courrier International, une ministre qui démissionne comme ça sur un désaccord d'orientation politique, eh bien, ça n'était pas arrivé depuis la guerre en Irak. Courrier qui revient sur un édito qu'il a déniché du tabloïd Express, Daily Express, qui, dit Courrier, dézingue la ministre. Un éditorial titré « Warsi n'est pas une grande perte, elle est mal informée et à tort ». Au sujet d'Israël, elle y est traitée d'idiote radoteuse, de surpromue et d'autres adjectifs. Et le journal, bien ancré à droite, explique qu'en plus, ce qui est déprimant, eh bien, c'est que des millions de Britanniques pensent comme elle. Alors, il faut savoir que la décision du ministre a provoqué surtout des remous au sein de son propre parti. On s'en doute. Regardez The Independent, qui rappelle qu'elle est d'ailleurs la première musulmane à avoir servi au sein d'un cabinet du gouvernement britannique. Et alors, l'Independent utilise le mot carrément de mutinerie. Voilà, c'est ce qu'elle aurait fait au sein de son parti. On note qu'elle a quand même reçu pas mal de soutien, notamment de la part de Boris Johnson, le maire de Londres. Voilà, et pour finir, Betsabé, vous notez que les médias évoquent eux-mêmes la guerre médiatique. Voilà, une mise en abîme, comme on en observe souvent. Elle est analysée, elle est publiée par Le Monde, signée par ces deux envoyés spéciaux de Jérusalem et de Gaza. Et alors on parle de guerre médiatique et psychologique, chaque camp ayant pour but, je cite, de convaincre la responsabilité du camp adverse dans la mort de ses civils. Et cette guerre-là, dit Le Monde, eh bien Israël l'a largement perdue aux yeux de la communauté internationale, tout autant que de la population palestinienne, bien sûr, et ce, malgré les vidéos, les documents amassés avec beaucoup de précautions par Tsahal, que ce soit sur les précautions prises avant les tirs ou encore sur les combattants qui tirent depuis les écoles, etc. On l'a vu. Pourquoi? Eh bien, explique Le Monde, parce que les images de corps entassés ont été plus fortes que tout. La preuve qu'Israël a perdu. Sur le terrain à Gaza, l'un des principaux effets, c'est que la majorité de la population veut continuer à résister, dit Le Monde, sur le tract qu'elle a ramassé dans le centre de Gazaville, je cite, où figure une liste de plus de 70 noms de combattants du Hamas et du djihad islamique éliminés par Israël, avec pour conclusion lapidaire: qui sera le prochain? Donc ce tract du Tsahal. Hadel Rehan, une jeune palestinienne, a ajouté son nom en bas de la liste, donc en signe de résistance donc, face à ce qui l'entoure. Yeshua, Israël n'a peut-être pas perdu la guerre tout court, mais elle a perdu la guerre médiatique. Eh oui, mais c'est fantastique. Je regarde ce titre du Monde, c'est formidable. D'un côté, un journal comme Le Monde mène depuis la première guerre du Liban, Barbara, c'est-à-dire 81, ça fait 30 ans et plus, une guerre médiatique systématique contre Israël. Moi, j'ai beaucoup pratiqué Le Monde quand j'étais à l'ambassade d'Israël à Paris, on peut en parler des heures. Je suis très étonné qu'aucune enquête, aucun ouvrage de recherche, et vraiment scientifique, je dirais même, ait été fait sur ce journal, qui trop souvent a été un outil majeur de la désinformation anti-israélienne en France. Alors d'un côté, donc, vous menez une ligne éditoriale radicalement unilatérale. De temps en temps, vous jetez à Israël un os à ronger, vous donnez une tribune libre, vous faites un petit article sur une découverte scientifique quand même pour sauver un petit peu les apparences. Mais bon, la ligne éditoriale du Monde, je crois que personne ne peut en discuter et ne peut la contester. Elle est claire et nette depuis le début des années 80. Vous refusez à peu près systématiquement d'entendre ce qu'Israël a à vous dire, de voir les documents, de les analyser, de les remettre en cause, mais au moins de les porter à connaissance de vous. C'est intentionnel. Mais bien sûr, de les porter à connaissance. Écoutez, c'est vous, les professionnels, vous recevez, vous êtes noyés sous les informations, c'est vous qui allez trier et qui allez choisir ce que vous allez dire à l'antenne. Donc c'est la même chose dans une rédaction de journal.
Il y a donc une ligne qui est légitime. Chacun, le monde, chaque journal, chaque média peut choisir sa ligne éditoriale. Hein, c'est pas la peine de le répéter. Mais d'un côté, donc je termine là-dessus très brièvement. Vous refusez systématiquement d'entendre ce qu'Israël a à vous dire, d'analyser ce qu'on vous apporte, et de l'autre côté, vous titrez Israël a perdu la guerre médiatique. Mais évidemment, si tout le monde se comporte comme le monde, on va perdre la guerre médiatique. Maintenant, je vais vous dire une demi-phrase. Je sais qu'on va m'accuser peut-être de démagogie, mais je vais la dire quand même. Si pour convaincre et pour gagner la guerre médiatique, j'ai besoin d'empiler des cadavres ici en Israël et d'amener la presse étrangère voir un jardin d'enfants qui a été frappé de plein fouet par un missile et les cadavres de 34 gamins qui sont là, pleins de sang par terre, etc., eh bien écoutez, je vais devoir me contenter d'une défaite médiatique. En même temps, c'est rassurant pour l'humanité aussi qu'elle réagisse à la vue des morts. Non, je suis d'accord, mais je pense que nous aussi, on doit réagir. Je vous l'ai dit, je le répète, je suis épouvanté par certaines des réactions qu'on entend ici en Israël. Je ne veux pas de ces réactions-là. Évidemment. En tout cas, Israël a regretté médiatiquement que la presse étrangère à Gaza ne témoigne pas assez de ces méthodes de bouclier humain utilisées par le Hamas. Une exploitation cynique des civils qu'Israël a encore réussi peut-être à prouver grâce à ce manuel qu'elle a trouvé dans une maison de Gaza quelques jours avant la fin de l'opération. Un manuel à destination des combattants du Hamas, très explicatif. Daniel Ziri revient sur cette trouvaille. Le Hamas utilise les civils de Gaza comme bouclier humain. Un argument qui a été contesté à plusieurs reprises puisque les preuves en images se font rares. Mais lors de leur fouille dans la bande de Gaza cette semaine, les soldats de Tsahal ont découvert un document qui appuie cette thèse. Un manuel de guerre urbaine publié par le Hamas et qui explique en détail les avantages de l'utilisation de boucliers humains. Selon celui-ci, les soldats et les commandants de l'armée israélienne sont limités dans l'utilisation de leurs armes dans des situations qui peuvent conduire aux pertes inutiles de civils et à la destruction non nécessaire d'infrastructures civiles. Il est difficile pour eux de faire usage de leurs armes à feu, en particulier lorsqu'ils effectuent des tirs de couverture. Le texte explique également que la présence de civils près des cibles de Tsahal crée des poches de résistance qui causent 3 problèmes majeurs pour l'armée israélienne. Premièrement, des difficultés pour ouvrir le feu. Deuxièmement, des difficultés dans le contrôle de la population civile pendant et après les opérations. Et enfin, l'assurance de fournir des soins médicaux aux civils qui en ont besoin. Mais ce n'est pas tout. Le document liste aussi les avantages que tire le Hamas de la destruction de maisons civiles lors des combats. La destruction d'habitations civiles, cette pratique attise la haine des citoyens envers les assaillants et augmente leur soutien aux forces de résistance. D'après l'inscription sur la couverture du manuel, ce dernier appartiendrait aux brigades Al-Qassam du quartier de Shoujaïa, un quartier qui a été le théâtre de combats violents au cours de l'opération. Selon Tsahal, la découverte de ce texte suggère sans équivoque que les dommages causés à la population civile de ce quartier faisaient partie des plans cyniques du Hamas, qui pour Israël reste le premier responsable des pertes civiles dans cette opération. Ali, est-ce que le Hamas essaye de s'en défendre de cette méthode, de l'expliquer ? Je ne sais pas si le Hamas essaie de s'en défendre, mais bon, ce que disent les dirigeants du Hamas, c'est que toute la bande de Gaza, c'est un ensemble de boucliers humains à la plus grande densité au monde, et que le Hamas n'a pas de base pour lancer cette guerre contre Israël. Mais certains phénomènes dans les réseaux sociaux, on voit déjà une première critique de ces outils, de ces méthodes employées par le Hamas. C'est vrai que la population ne va pas jusqu'à se soulever contre le Hamas, mais pour la première fois, les destructions massives qu'a subi la bande de Gaza suscitent une discussion, au moins au sein des réseaux sociaux, contre certaines méthodes du Hamas, comme contre le retour aux armes et briser le cessez-le-feu que le Hamas a déjà déclaré pour demain matin. Dans ce contexte, il faut peut-être noter, vous allez me la confirmer ou pas, cette information comme quoi une manifestation serait organisée aujourd'hui à Gaza pour soutenir la délégation au Caire. En quelque sorte, déjà hier soir, le poursuivre Hamas, ce putsch contre Méchal ?
Je ne sais pas si c'est le putsch contre Machal, mais c'est pour renforcer la délégation palestinienne, notamment la partie du Hamas dans cette délégation, contre les positions égyptiennes. On attend des dizaines, des milliers qui vont participer cet après-midi à ces défilés, à ces manifestations, mais je doute si les Égyptiens vont vraiment prendre en compte la rue palestinienne. Les intérêts sécuritaires de l'Égypte sont prioritaires au calcul politique. Quand même, il faut répéter que Khaled Meshal a refusé ces propositions de cessez-le-feu les unes après les autres. Ça a été le cas de la dernière de ce cessez-le-feu qui dure. Pour le moment, est-ce que les Gazaouis pourraient lui en tenir rigueur? Est-ce que le Hamas à Gaza pourrait lui en tenir rigueur? Khaled Mashal est le lien entre le Hamas et l'argent, essentiellement l'argent qatari. Donc je ne vois pas le Hamas sortir contre Khaled Mashal, mais oui, il y a des tendances, des courants au sein du Hamas qui veulent adopter une nouvelle politique, une politique différente, une politique qui appelle à l'intégration dans la région, à l'intégration même dans la vie politique palestinienne. Le problème avec le Hamas, c'est que les calculs des uns et des autres, les calculs d'une partie de la direction politique n'est pas les mêmes qu'une autre partie. J'ai dit déjà que la division entre étrangers et Gaza, c'est pas la division correcte, mais il y a des tendances, des courants au sein du Hamas. Le problème avec Khaled Mashal, Khaled Mashal a perdu les élections primaires à l'intérieur du Hamas, mais le fait qu'il ait le lien entre le Hamas et l'argent qatari, lui conserve une position beaucoup plus importante au Hamas que d'autres, même d'autres qui participent à cette délégation. À mon avis, ce qui va trancher aujourd'hui la position définitive au sein du Hamas, ce n'est pas un changement éventuel dans la position des Égyptiens, mais dans la balance de force entre les camps au sein du Hamas même. Vous parliez, Yehoshua Meshav, de la nécessité d'Israël de se montrer plus proactive dans ce débat. Vous parliez de tendre la main, évidemment, d'une solution plus pacifique. Mais face au Hamas, est-ce qu'Israël devrait se montrer aussi plus proactive? Je rappelle juste cette petite phrase de Benny Gantz, le chef d'état-major hier: les chefs du Hamas se cachent dans des caves et partout où nous pourrons les atteindre, nous le ferons. Mais bien sûr. Mais c'est justement ça la clé. Il faut mener deux politiques différentes. Il faut mener deux politiques différentes. Lorsque le gouvernement a refusé, disons, d'avancer par rapport à Abou Mazen, il a en fait concrètement renforcé le Hamas. Lorsque vous avez devant vous un adversaire comme le Hamas, avec cette volonté génocidaire, je répète, j'ai pas d'autre mot, qui est la ligne politique, enfin qui est le programme idéologique entre guillemets du Hamas, vous devez sévir de la manière la plus forte. Mais alors vous avez un autre partenaire qui est beaucoup plus capable d'avancer avec vous vers une solution. Allons-y, commençons à parler sérieusement avec Abou. هلا عشان في هدنه ارتحنا الهدنه هاي يعني احنا قبل هيك كانت كذا هدنه تصير واسرائيل تدخل فيها طبعا. אני לא סומכת על חמאס אף פעם. היה לנו 3-4 פעמים הפסקות אש במשך המלחמה הזאת. ראינו שהם לא נשמרו. C'est le morning, merci d'être avec nous ce matin et on va parler à présent de cette bataille après la bataille, celle qui pourrait mener les Israéliens de Gaza à La Haye. Après la guerre tout court, la guerre juridique, on va en parler avec vous. Emmanuel Charbit, avocat, merci d'être avec nous ce matin. Et Israël Tavor, chroniqueur Routes Israël et historien. Bonjour à vous aussi. Alors, Emmanuel Charbit, quelle forme va prendre cette bataille juridique contre Israël, à votre avis? Elle peut être dure, elle peut être sur plusieurs aspects, sur plusieurs terrains. On verra comment Mahmoud Abbas et la Palestine vont décider d'opérer les choses. On verra également quels vont être les arguments qu'Israël aura à leur envoyer en contrepartie. Et voir également la position des États-Unis qui est très importante dans ce dossier. Quel rôle pourrait jouer Washington? Washington peut jouer un rôle important parce que la première des saisines possibles de la Cour pénale internationale est une saisine par le biais de l'ONU.
Et donc, qui dit ONU, dit droit de veto possible d'un des membres, donc des États-Unis. Même si les condamnations de Obama, de Kerry ont été virulentes pendant l'opération, on espère tout de même que les États-Unis opposeront leur veto à une possible saisine par le biais de l'ONU. Alors vous l'avez dit, Israël se prépare et depuis un mois déjà, en même temps qu'elle a joué cette bataille sur le terrain, elle a commencé à préparer cette bataille juridique et ça se joue aussi pour Israël en amont, avant toute chose, sur les règles éthiques des combats de Tsahal. Exemple à travers ce portrait d'un pilote de chasse de l'armée israélienne. C'est un portrait signé Laurent Tolila. Alors, on va y arriver dans quelques instants. Sur cette préparation, Emmanuel Charbit, d'Israël en temps réel, pendant les combats, ça s'est joué concrètement comment? Ça se joue à savoir, tout d'abord, le contenu des opérations. C'est-à-dire que, comme on a vu, Israël ne vise pas tel ou tel bâtiment au hasard. C'est-à-dire qu'il y a des règles, les règles de la guerre, les règles de l'agression, entre guillemets, sont des règles qui sont très codifiées. On ne peut pas faire ce qu'on a envie, évidemment, sous peine d'être coupable, justement, de crimes de guerre et d'avoir tué des civils de manière délibérée et volontaire. Donc tout ça, il y a besoin, en amont, de préparer chaque attaque, de préparer évidemment les cibles des opérations, ce qui permet ensuite d'avoir des arguments à opposer à un État, par exemple, un État non membre encore de l'ONU comme la Palestine, lui dire voilà, les arguments que vous nous opposez ne sont pas réels. Pourquoi? Parce que nous avons fait attention à ça et ça. Nous n'avons pas visé des civils délibérément, nous n'avons pas visé des bâtiments de l'ONU délibérément. On va continuer d'en reparler avec vous, Israël, dans un instant, mais je me tourne tout de suite vers Mathias Inbar à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Mathias, quelles sont les dernières informations que vous pouvez nous donner? Eh bien écoutez, les informations dont je dispose en tout cas qui m'ont été données par l'un des responsables militaires, c'est qu'effectivement l'armée israélienne a posé ses conditions à l'échelon politique israélien, à savoir une zone tampon, en tout cas de permettre à l'armée israélienne de se positionner entre 3 et 5 km le long de la bande de Gaza. Du côté du Hamas, eh bien, il y a également des exigences, à savoir de créer, donc ce que je disais un peu plus tôt, l'aéroport et un port. Mais selon l'Égypte, et ça c'est important parce que l'un des officiers qui est passé à l'instant m'a déclaré avoir reçu un communiqué d'un des hauts responsables du cabinet restreint de sécurité, l'Égypte confirme effectivement les positions israéliennes, à savoir que la création d'un port, la création d'un aéroport et la création d'autres infrastructures et le libre laisser-aller et libre passer des points de passage, notamment de Erez, que contrôle aujourd'hui l'armée israélienne, eh bien, ce sont des conditions, un accord de paix global et non à la prolongation d'un accord de cessez-le-feu. Voilà pourquoi le Hamas aurait montré les muscles et aurait déclaré être capable et vouloir, en cas de rupture de cessez-le-feu, eh bien, de reprendre les tirs en direction d'Israël. Et on a vu depuis quelques minutes des jeeps passer dans ce village de Netiva Asara qui se trouve à 800 mètres, je l'ai dit, depuis l'extrême nord de la bande de Gaza. Et eux se disent prêts, ils se disent véritablement qu'il n'y a pas pour l'instant, pour eux, ils considèrent qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Ils font comme si eh bien, la menace était toujours présente. Voilà, merci beaucoup Mathias. Donc d'un côté comme de l'autre, on reste extrêmement vigilant, attentif à tout ce qui peut se jouer sur le terrain, mais également au Caire. On continue évidemment de suivre cette situation minute après minute, mais on revient à ces règles éthiques que Tsahal s'impose, tente de s'imposer même en temps de guerre. Et souvent, le dernier choix, la responsabilité suprême est à ces pilotes de chasse israéliens qui doivent décider de bombarder ou non certaines zones peuplées. Le portrait de l'un d'entre eux, il est signé Laurent Tolila. My name is Omri. I'm a pilot in the Flying Camel Squadron and I'm a captain and I've been flying here since 2007 and I've taken part in Protective Edge. On each flight we have 2 pilots actually flying the plane and we have 3 more crew members dedicated to analyzing and operating the cameras so that we can understand what we're looking at. Basically, we do visual intelligence. In other words, whenever camera is needed in the air to see what's going on, that's where we'll be. And in this operation, what we can see a lot of our work being done is also locating rocket launchers and tunnels that are being dug into Israel.
And on the other hand, a lot of what we do is accompany attacks being performed in the Gaza Strip to make sure that no civilians are walking around or in the area when these attacks are performed, to reduce the number of casualties as much as possible. We have seen Hamas firing out from hospitals and cemeteries and schools. So if we want to destroy these rocket launchers, we are forced to destroy also these schools and hospitals. So in fact, Hamas is actually causing us, against our will, to hurt Palestinian civilians. Well, first of all, from our plane, we can see with our own eyes. If we see somebody walking around, we can call off the attack, and I know for a fact that we saved those people's lives. But further than that, because we can't always tell whether or not people are inside their houses, and we have to perform attacks on houses because underground we have these tunnels. Israel has gone to a lot of techniques into warning the Palestinians that an attack is about to take place. Unfortunately, Hamas is doing everything they can to keep the people, the civilians, inside their homes and in the battlefield which is taking place at the moment. In operations like these, when we have soldiers on the ground, we want to make sure as much as possible that the friction between them and civilians and terrorists is kept to a minimum. We want to also keep their safe being, but also make sure that they are not forced to confront the civilians that live there. So if we can look down the road or around the corner or let them know what's happening on the roof, and it gives them a better understanding of what's going on around them, they can be less frightened and maybe less intimidated by what's going on. Doing that, we can actually reduce the number of casualties. I think a lot of times when we have collaboration with ground forces, I've had the honor of accompanying people that I actually know on the ground, and to know that I have the option of looking out for them and looking after them is very reassuring. Afterwards, landing, talking to them on the phone, meeting up with them and saying, well, that was me looking out for you. When I go home, a lot of the things we do, we can't talk about, we can't express, we can't say, we can't tell. And we learn to support ourselves, one another, inside the squadron. We make friendships inside the squadron which are very powerful because we go through experiences together. I'm glad to be doing what I believe in, which is protecting our country and doing the best to ensure that everybody is kept safe. And by that, I actually mean not only Israeli civilians, but also Palestinian civilians in this conflict. Armen Sherbit-Tzahal se dit être l'armée la plus éthique du monde. Est-ce qu'elle l'est vraiment ? Est-ce qu'elle l'est ? J'en sais rien. Si elle se le dit, tant mieux. Mais il y a des faits qui, en tout cas, le prouvent. En tout cas, le premier, c'est ce qu'on appelle le Patsar. Le Patsar, c'est le Praklit Zvaït Rashi. Avant toute opération militaire, l'État doit obtenir l'aval, justement, du département juridique de l'armée. Il y a également le Yoetz Mishpati Lememshala, qui conseille de manière juridique, conseiller juridique de l'État, du gouvernement, pardon, qui conseille également le gouvernement. C'est des choses qui peut-être n'existent pas dans d'autres pays, mais qui prouvent qu'en tout cas, l'aspect, si ce n'est éthique et moral, en tout cas légal, est en première ligne avant toute opération israélienne. Alors, on va essayer de faire un peu d'ordre dans tout cet aspect légal avec vous, Israël Tavor. Alors, d'abord, quels sont les principes généraux du droit de la guerre ? Alors, il faut comprendre que le droit de la guerre, c'est avant tout un droit coutumier. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, il n'y a pas eu un vote d'une assemblée qui dit voilà, telles sont les règles. Ils ont d'abord pris de l'ensemble de règles qui existaient déjà, qui étaient déjà un petit peu sur le terrain depuis très très longtemps. C'est un droit qui est très très ancien. Et tout cela a commencé à être mis sur le papier au moment de la Convention de Genève en 1949. Donc tout un ensemble de pays se sont réunis pour cela. Le principe de base, c'est en gros protéger toute personne qui n'est pas combattante et ne fait pas partie des personnes impliquées directement dans le conflit. On doit absolument les protéger et à partir de ce point-là, un État peut prendre tous les moyens possibles pour protéger sa propre population. C'est un point très important pour comprendre également ce qui se passe actuellement. En gros, il y a deux catégories de conflits. Les guerres civiles, d'une part, qui se déroulent dans un même territoire, et les guerres entre deux États. Alors, concrètement, dans ce conflit entre le Hamas et Israël, est-ce qu'il existe un cadre légal ?
Alors le souci, c'est que là, on est dans un conflit asymétrique. C'est même le gros problème pour Israël. Ça ne rentre pas dans les cases. On est face à une armée, l'armée israélienne, donc avec uniforme, etc. Et face à cela, il y a le Hamas. Et le Hamas, c'est... est-ce qu'ils sont civils une partie de la journée et combattants une autre partie? Et à quel moment et à quelle heure? Lorsqu'ils rentrent chez eux le soir, est-ce qu'on les considère comme des civils? Et lorsqu'ils prennent les armes... Voilà, c'est très très compliqué de faire un petit point sur ça. Donc c'est pour ça qu'Israël souhaiterait une modification de... Mais comment faire modifier la Convention de Genève? Ça, c'est une autre question. Est-ce que le Hamas joue de ça face à Israël, de ce conflit asymétrique, de ce flou entre population civile et combattants? Bien sûr qu'ils le savent. Comme tout groupe terroriste, l'objectif est de mettre en avant une population civile pour défendre des idéaux ou en tout cas des objectifs, si ce n'est politiques, militaires. Mais pour revenir sur ce que disait Israël, par exemple, si Israël aujourd'hui n'a pas ratifié le traité de Rome qui reconnaît la Cour pénale internationale, c'est pourquoi? Parce que les crimes de guerre, on fait rentrer plutôt dans la catégorie de crimes de guerre les transferts de population. Et Israël se refuse justement à reconnaître la compétence d'une cour qui reconnaîtrait les transferts de population comme il y a pu avoir par exemple en 1948, puisque pour les Palestiniens et pour une partie du monde, on parle de transfert de population comme un crime de guerre. Et donc évidemment le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah en son temps et tout groupe palestinien ont tout intérêt à jouer sur ce côté fragile de la politique israélienne. Alors côté fragile aussi du statut de la bande de Gaza, est-ce que légalement il est clair? Alors, légalement, en droit international, il faut savoir que la bande de Gaza est encore considérée comme un territoire occupé. Donc les Israéliens... Malgré le retrait israélien. Malgré le retrait israélien. Donc les Israéliens demandent à ce que le territoire soit considéré comme territoire sui generis, en gros, qu'on prenne acte du fait qu'il n'y a plus ni civils ni militaires israéliens sur place. Alors, considérant la situation de Gaza, il faut un petit peu reprendre rapidement la chronologie. En 2001, on a les premières roquettes qui partent de Gaza. En 2005, il y a donc le retrait israélien de Gaza, donc plus aucun Israélien sur place. Et ce n'est qu'en 2007 que le blocus est instauré au moment où il y a la guerre civile justement entre Gaza et le Hamas. Donc il y a eu 2 ans sans blocus israélien. Il faut bien comprendre ce point-là. Ensuite, concernant toujours le blocus, en 2010, le rapport Palmer, suite à l'affaire du Marmara, on pose la question, en gros, est-ce que le blocus maritime en particulier est légal ou pas? Et le rapport Palmer dit clairement, bah oui, c'est légal, parce qu'on revient au premier principe, un État peut prendre toutes les dispositions pour protéger sa propre population. Alors, on note quand même que lors du précédent conflit, il y a eu ce fameux rapport Goldstone. On va discuter dans un instant si on s'avance vers un Goldstone bis. Et il a été très sévère contre Israël, ce rapport, malgré les regrets, les excuses après de Goldstone lui-même. Ah oui, mais il y a quand même entre guillemets, une petite responsabilité israélienne dans la sévérité de ce rapport. C'est qu'en gros, les Israéliens n'ont pas voulu donner tous les éléments. Ils ont dit, voilà, on va faire notre propre rapport et on ne va pas participer à l'enquête autour du rapport Goldstone. Ce qui maintenant paraît comme une erreur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le juge Goldstone a dit, si j'avais su tout ce que je sais maintenant, les choses auraient été relativement différentes. Alors peut-être qu'actuellement, je sais que la manière dont la guerre a été faite sur les dernières semaines, l'armée israélienne a été plus prudente pour essayer de documenter au maximum le conflit. Comme ça, en cas de prochaine commission, ils auront plus de matériel. Et là, ce qu'il faudrait, ça serait de participer justement à une commission d'enquête internationale pour justement dire, voilà, on n'a pas peur d'une enquête internationale. On peut aller face à une commission et ce n'est pas un souci du tout pour nous. C'est ce qui va se jouer probablement. Israël va participer, Israël va documenter cette commission? Ça, après le rapport Goldstone, Israël a bien compris qu'elle avait fait une erreur stratégique. Mais en même temps, il faut quand même comprendre que c'est le droit d'un État souverain de ne pas ouvrir ses dossiers au monde entier, de dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas. Si un rapport type Goldstone se prépare, ce qui est possible quand on voit les propos des hauts commissaires des droits de l'homme aux Nations Unies, il faudra y participer, il faudra ouvrir les dossiers, il faudra montrer que justement ce qu'on disait tout à l'heure, le droit de la guerre, ou en tout cas chaque opération a obtenu un accord en amont pour justement éviter qu'on ait de mauvaises surprises et de mauvaises conséquences juridiques, même si suite au rapport Goldstone, il n'y a pas eu d'ouverture de dossier à la Cour pénale internationale. Aucun Israélien n'a été condamné ni poursuivi, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Devant la Cour pénale internationale, ce n'est pas un pays qu'on juge, c'est des personnes. Ce serait Benyamin Netanyahou, etc., etc. Donc il faut pouvoir déterminer leur responsabilité à chacun dans chaque crime de guerre s'il y en a.
Plus vaste question, est-ce qu'au lieu de juste préparer cette défense qu'Israël est en train de préparer, Israël ne devrait pas préparer une attaque juridique aussi, et on pourrait imaginer qu'Israël tente de poursuivre le Hamas pour crimes de guerre, là aussi, pour ces techniques de bouclier humain, pourrait expliquer au monde que ce blocus est légal, qu'il est maintenu de la même façon par l'Égypte, etc. On pourrait, après c'est toujours le problème d'une guerre de communication. Malheureusement, Israël perd souvent la guerre de la communication. Et juridiquement, ça ne serait pas plus utile ? Juridiquement, ça serait possible, utile. Très souvent, toutes ces questions de droit international, elles sont plus du fait de la communication que des conséquences politiques et des conséquences légales, puisque hormis en Yougoslavie, au Rwanda, très peu, ou en Libye peut-être, très peu de gens et très peu de pays se sont vus condamnés. Par contre, ce qui peut être justement un élément de réponse, c'est de voir que aujourd'hui, si l'autorité palestinienne tarde justement à ratifier tous ces accords, à aller devant la Cour pénale internationale, c'est parce qu'elle sait qu'en contrepartie, elle pourrait se voir elle aussi poursuivie pour ces crimes de guerre. Bon, alors les choses sont peut-être en train de changer. L'OLP est en train de récolter en ce moment même des signatures. Elle en a déjà plusieurs dizaines de tous les dirigeants palestiniens pour obtenir le statut d'observateur au tribunal international de La Haye. Ça veut dire qu'on se dirige vers quoi ? Ça veut dire qu'on se dirige toujours vers un flou qui serait peut-être un petit peu moins flou. Pourquoi ? Parce que pour être encore une fois, devant la Cour pénale internationale, il faut être un État. Ça a été rejeté justement à l'autorité palestinienne lors de l'opération Plomb Durci. Aujourd'hui, devant l'ONU, la Palestine est reconnue comme un État non membre. Alors, elle aurait sûrement la possibilité de commencer un début de procédure, mais pour l'instant, on ne va pas plus loin que ça. Ça veut dire que l'autorité palestinienne ne peut pas officiellement poursuivre des dirigeants israéliens devant une cour pénale internationale ? Aujourd'hui, la Palestine et Mahmoud Abbas n'ont toujours pas fait de demande pour devenir membre de la Cour pénale internationale. Voilà. Donc ça passera forcément par l'ONU ou par une autre instance internationale ? Non. Pardon, excusez-moi. Non, allez-y. Ça peut également passer tout simplement par le biais de la société civile. Il y a ce qu'on appelle des compétences universelles en Belgique, en Espagne. N'importe qui peut aller devant un tribunal et dire voilà, moi je veux voir condamner ou en tout cas poursuivre dans un premier temps. Ça a déjà été le cas. Ça a déjà été le cas contre Ariel Sharon en Belgique suite aux exactions prouvées ou pas de Sabra et Shatila. Il y a aussi la possibilité de poursuivre la France pour non-action. Justement, puisque la France est-elle membre des Nations Unies, de la Cour pénale internationale, il y a la possibilité aussi pour tout un chacun français qui aurait un intérêt à agir de saisir un tribunal français et de dire voilà, moi, mon cousin a été une victime du conflit. Il y a beaucoup de choses. Toutes ces choses-là sont plus du biais de la société civile, sont plus sur le pendant communicatif que juridique. Le vrai juridique, il se trouve soit devant l'ONU, soit devant la Cour pénale internationale. Alors l'ONU, et j'aimerais qu'on en dise un mot quand même, Emmanuel Charbit, Ban Ki-moon a eu hier soir à l'Assemblée générale des mots très durs contre Israël. Il appelle Israël à répondre de ces crimes de guerre. Il a parlé d'horreur et de honte en parlant de la bande de Gaza. Ça veut dire qu'on s'avance vers quoi ? Ça veut dire que Ban Ki-moon est quelqu'un qui tient des propos extrêmement négatifs face à Israël. Son pouvoir à lui est très limité, comme le pouvoir du haut commissaire, de la haut commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies. Tout ça, ce sont des déclarations d'intention. Tant que le Conseil de sécurité de l'ONU et ses membres permanents ne prennent pas de décision, n'actent pas dans un sens ou dans un autre, il ne se passera pas grand-chose. Voilà, et on rappelle que les États-Unis ont un droit de veto dans ce Conseil de sécurité. Et c'est pour ça que les grands pays ne sont jamais poursuivis. Ni France, ni Russie, ni États-Unis. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. On se quitte pour 2 petites minutes et on parlera d'un autre combat, celui des médias pendant ce mois de conflit. Ne bougez pas, restez avec nous.
9h30 à Tel Aviv. Merci d'être avec nous sur i24 News. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin. Le Hamas et le djihad islamique indiquent cette nuit qu'ils n'accepteront pas de prolonger la trêve si Israël ne répond pas à leurs exigences. Non satisfait de la tournure des négociations au Caire, ils haussent le ton face à l'Égypte qui aurait refusé la plupart des demandes palestiniennes. La branche armée du Hamas affirme qu'elle reprendra ses tirs à partir de demain, 8h du matin, échéance de la trêve de 72 heures. De son côté, Israël a accepté de prolonger ce cessez-le-feu sans condition et sans limite dans le temps. Mais Benjamin Netanyahu déclare hier soir que l'armée se tient prête à réagir si le feu devait reprendre. À noter que la défense passive israélienne a levé toutes les mesures d'urgence imposées aux civils israéliens depuis un mois. Barack Obama appelle, lui, très fermement les deux parties à maintenir et respecter le cessez-le-feu. Pour le président américain, il faut désormais commencer le processus de reconstruction de la bande de Gaza et la levée de son blocus. Il appelle enfin à rétablir la confiance entre Israël et l'autorité palestinienne afin de relancer le dialogue de paix. Enfin, le ton était nettement moins pacifique. Hier soir, à l'Assemblée générale de l'ONU, Ban Ki-moon parle d'horreur et de honte quand il évoque la bande de Gaza après l'opération israélienne. Il appelle à une enquête où Israël devra répondre aux supposés crimes de guerre commis notamment contre les civils tués dans les écoles de l'ONU à Gaza. Bonjour à nos invités. Annette Lévy-Villard, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste française à Libération, et Avirama Golan, journaliste israélienne à Haaretz. On va parler avec vous de cette guerre médiatique. Vous êtes deux journalistes, de cette guerre médiatique qui fait rage à chaque conflit au Proche-Orient que vous connaissez extrêmement bien. Alors Betsabé s'est longuement plongé sur la question. On vous écoute. Alors, il y a des journalistes témoins, avant tout, dont on a beaucoup parlé, bien sûr, ces derniers jours, puisqu'ils sont des outils, les premiers outils de l'information, comme cette journaliste finlandaise, vous avez dû la voir sur les réseaux sociaux, Aishi Zidane, c'est donc la correspondante du journal finlandais Helsingin Sanomat, et elle a diffusé un reportage, vous allez le voir, dans lequel elle confirme que des roquettes ont bien été tirées depuis l'hôpital Shifa, et c'est la première correspondante internationale à Gaza qui rapporte des tirs depuis ce centre hospitalier, mais qui en même temps refuse que d'une certaine façon ces propos ne circulent, puisqu'au vu de l'entrain qu'elle a provoqué au sein des médias israéliens, elle a écrit sur sa page Facebook: ne m'utilisez pas comme outil, comme arme de propagande. Alors la journaliste ne préfère donc pas laisser d'arguments qui pourraient défendre Israël. Alors autre journaliste qui dénonce le tweet de Nick Kazeh, qui est lui du Wall Street Journal, avec cette photo de Mouchir al-Masri, vous allez voir, du Hamas, donc qui donne une interview. Il est où? Il se trouve en fait dans un hôpital. Et alors Nick Kazeh qui écrit: on peut se demander si les patients de l'hôpital Al-Shafi se sentent en sécurité quand les leaders du Hamas l'utilisent comme endroit sécurisé pour rencontrer les médias. Alors plus récemment, l'envoyé spécial de France 24, ex-correspondant ici, est interrompu d'abord en plein direct. Voilà, il est interrompu. Une roquette est partie à côté de l'endroit où il se trouve. Il précise que donc c'est en plein milieu d'une zone civile, et alors lui il va revenir le lendemain pour expliquer que la roquette est bien partie de là où il se trouvait, qu'il s'agit d'un complexe d'habitation, et que donc le journaliste insiste: Israël a raison, les roquettes partent d'habitations civiles. Et toujours à Gaza, un autre exemple, c'est ce journaliste de la NDTV, donc télévision qui est basée à New Delhi en Inde, et qui depuis sa fenêtre d'hôtel, le courageux journaliste nous montre, vous allez voir, donc ça c'est Galagang Fangwik qui nous montre donc d'où les roquettes étaient visées. Voilà, maintenant c'est le journaliste indien qui montre que depuis sa fenêtre d'hôtel, il y a des membres du Hamas, des hommes, en tout cas 3 hommes, qui sont en train d'assembler des pièces pour faire des roquettes, et ce en plein milieu d'un complexe d'habitation. Donc on les voit en train de préparer leurs roquettes, et puis plus tard dans la vidéo, on voit la scène qui se déroule au même endroit le lendemain. Le 5 août, il est 7h50, les roquettes sont tirées depuis cet endroit-là, et c'est donc quelques minutes seulement avant le début du cessez-le-feu. Annette Lévy-Villard, ces journalistes qui montrent que le Hamas tire depuis des populations civiles, c'est un phénomène assez nouveau et qu'on a pu constater que ces 2-3 derniers jours. Pourquoi, à votre avis? C'est pas si nouveau que ça. Pardon, parce qu'on sait
quand même que les roquettes sont tirées d'une zone urbaine, puisque Gaza, c'est 1,8 million d'habitants. Donc on sait que tout ça est urbanisé. Avec le Hezbollah en 2006, on savait aussi que les batteries du Hezbollah étaient dans des HLM du sud Liban. Mais ça, c'est le côté rationnel, même si tous ces journalistes honnêtes montrent que les roquettes sont installées dans des hôpitaux, que le QG du Hamas est dans l'hôpital, etc. Ça ne changera pas le poids émotionnel des images que tout le monde va voir en dehors d'Israël, des enfants morts, des femmes, des civils. Donc il y a le point rationnel de ce que vous venez de montrer qui est très rationnel. Voilà où sont les roquettes, voilà où sont les dirigeants du Hamas, et le côté totalement bouleversant des images qui sont diffusées en permanence par les journalistes du monde entier qui sont tous à Gaza. Alors Avirama Golan, pour une journaliste israélienne, on peut comprendre ce rationnel face à l'émotionnel, ce poids des images qui ne sont pas les mêmes. Vous constatez qu'Israël a perdu, encore une fois, la bataille médiatique et qu'elle ne peut pas la gagner? Elle ne peut pas la gagner. Cette bataille médiatique est vendue parce que le parti émotionnel est très très fort, hein, il faut le dire. Et en plus, c'est une histoire prolongée. Ça n'a pas commencé hier, ça n'a pas commencé il y a trois semaines. Mais ce qui m'a intéressé vraiment, c'est voir d'un côté le média, par exemple français, que il faut que j'avoue, hein, j'ai pas vraiment vu le média français pendant 3 semaines. Et c'est une question. Il faut poser cette question. Pourquoi moi, que je lis normalement les journaux français, ça ne m'intéressait pas pendant 3 semaines? Parce qu'il y avait vraiment, on avait vraiment une vraie expérience d'une période de guerre ici. Et ça ne m'intéressait pas si tout le média européen était contre Israël. Parce que je pense que c'est vendu. C'est vendu. C'est vendu parce que il y a là vraiment les bébés tués de Gaza, ce qui est vraiment monstrueux. Mais c'est monstrueux. Que ça s'est passé. Ça fait une belle histoire pour l'Europe. Ça fait l'histoire permanente. Non mais les news vont pas filmer. C'était la fameuse phrase de Mitterrand qui était fâché contre les journalistes français qui disait pourquoi vous parlez pas des trains qui arrivent à l'heure? Les news ne parlent pas des trains qui arrivent à l'heure. Les news parlent des. Ça se vend pendant un mois de conflit. Oui. Les enfants dans les abris, les missiles qui touchent toutes ces zones civiles en Israël, ça fait partie des trains qui arrivent à l'heure? Mais oui, parce qu'ils ne sont pas morts. Ça fait malheureusement partie. Je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Non, malheureusement, on a les news, la machine médiatique que tout le monde connaît, vous êtes là, ne va pas montrer les enfants qui sourient avec leur ours en peluche. Il faut montrer les catastrophes. Donc on est d'accord là-dessus. Et il se trouve que grâce au dôme de fer, il n'y a pas eu. C'est pourquoi c'est vendu, parce que les catastrophes, ça se vend bien. Il n'y a pas eu de catastrophe en Israël. De Gaza. Grâce au dôme de fer, donc les victimes, principalement, à part les soldats sur le front, étaient des victimes de l'autre côté. Donc la machine médiatique, normalement, va montrer des choses dramatiques, va pas montrer des choses... Je vais vous montrer comment ça se fait. Tout le média français avait un correspondant à Tel Aviv, dans un bon hôtel à Tel Aviv, qui prenait leur café sympa, chic à Tel Aviv avec la bonne pâtisserie française. Et puis de l'autre côté, il y avait peu de correspondants à Gaza qui montraient bien sûr les catastrophes, qui sont des vraies catastrophes à Gaza. Il n'y avait aucun correspondant près de la bande de Gaza en Israël où toutes les familles devaient quitter leur maison avec les bébés, avec toutes les familles pendant. C'est moins dramatique que d'être sous les bombes. Non, il n'y avait pas de dôme de fer même là. Là, il n'y a pas de dôme de fer. Toutes les familles ont quitté au nord et ils sont devenus réfugiés en Israël. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas, on peut pas comparer
un pays comme Israël. Les journalistes et les médias parce jouent sur que cette c'est comparaison. Ça donne aux Israéliens l'impression d'être ridicules dans leur peine ou dans leur inquiétude comparé au drame de Gaza. Il y avait un groupe de journalistes photographes sur la plage de Tel Aviv il y a quelques jours qui attendaient, qui voulaient voir, et ils les ont trouvés, des soldats israéliens qui revenaient du combat, et ils comptaient leur demander, et alors vous allez y retourner, alors là vous revenez du combat et vous allez sur la plage, et ensuite vous y retournez, et les pauvres soldats disaient mais oui, c'est mon métier, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi on m'appelle, j'y vais, c'est comme ça. Mais ils avaient déjà aussi leur histoire comprise pour la comparer au massacre, aux destructions. Alors c'est pourquoi je dis que c'est vendu. C'est vendu. On ne peut pas comparer cette tragédie. C'est que peut-être ce sont les impératifs économiques pour vendre des journaux qui font que les journalistes couvrent cette histoire comme ça. Je prends la réalité qu'ils couvrent. À Libération, on avait effectivement quelqu'un, on a tout le temps eu quelqu'un ou deux personnes d'ailleurs à Tel Aviv, et on a eu différents envoyés spéciaux à Gaza, différentes personnes, pas les mêmes. C'est exactement ce que je dis, Tel Aviv et Gaza. Oui, comme si on n'a pas fait les kibbutz de la frontière. C'est vrai parce que principalement Principalement Tel Aviv, c'est très convenable. C'est aussi, on connaît très bien le travail des médias. Nous deux, on fait ce travail pendant des années. Quand il y avait la guerre à Kosovo, j'étais là. La guerre à Bosnie, j'étais là. Mais je connaissais pas les pays, la population, je connaissais rien. J'étais toujours où c'est vendu. Non, alors, bon, oublions je suis pas d'accord, mais on va pas continuer là-dessus. Donc, à Libération, ça n'était pas, on n'avait pas d'économique en tête, on essayait de faire le boulot le mieux possible, plus avec des pages débat qui étaient débordées de tribunes à 80% contre Israël et 20% pour Israël. Donc, on a essayé de passer les 20% et les 80% dans un système à peu près égalitaire, mais il faut voir que le poids des gens qui écrivaient c'est horrible, et plus personne ne se posait la question que vous venez de poser d'ailleurs, qui a commencé, qui est-ce qui balance des roquettes, qui est-ce qui refuse de cesser le feu, tout ça a été balayé de fait par la force de la guerre sur le terrain à Gaza. Voilà, c'est comme ça. Et moi, j'étais étonnée par mes amis israéliens, y compris mes amis journalistes comme Avi Rama, qui, comme étaient effectivement dans la guerre, ne se rendaient pas compte des dommages collatéraux en dehors d'Israël. Parce que sur cette question, il faut quand même... C'est vraiment une onde de choc. Alors, il faut qu'on explique peut-être à nos téléspectateurs ce qu'Israël a vécu en tant que pays pendant la guerre, ce que les médias israéliens ont couvert pendant un mois. C'est une sorte de bulle patriotique, si l'on peut dire, parce que dans une situation de guerre, c'est comme ça. Voilà, où même les médias ont très peu montré ce qui se passait à Gaza, où les médias israéliens... Alors moi, je dois c'est pas parce que je suis invitée à 24 News, mais je dois dire que vous êtes une des rares chaînes basée en Israël, qui est montré des images de Gaza. Et encore tout à l'heure, d'ailleurs, quand je suis arrivée, il y avait des images de la destruction. Sur les grandes chaînes israéliennes, on ne voyait pas ça. Dans les grands journaux, à part un petit peu dans Arès, et encore pas trop, on ne voyait pas vraiment ce qui se passait sur le terrain. Vous étiez, comme dit Avi Rama, dans une bulle. Voilà, alors cette bulle patriotique, c'est un réflexe normal ? Oui, je pense que c'est... je ne suis pas vraiment contente, heureuse de voir, de vivre cette bulle, mais c'est normal. Il y a... l'autre jour, on bavardait de ça avec beaucoup d'émotions sur la plage, d'abord, à Tel Aviv. Toutes les deux. Et ça commençait comme ça. Et j'ai dit à Annette, moi, je me souviens de ce qu'on s'est passé en Bretagne avec... aux périodes de la guerre de Falkland, avec le BBC. Le BBC était la seule chaîne qui parlait de British Army, l'armée britannique, et pas nos soldats. Et c'était le commencement de la chute de la BBC en Bretagne. Et c'est très très intéressant ce qui se passe maintenant. Bon, on était dans une bulle très très patriote, mais quand même ça commence maintenant. J'espère bien que le média israélien... Ça commence maintenant, vous voulez dire la critique? La critique, mais comme ça, je suis très très inquiète pour cette critique, parce que c'est plutôt le critique contre le gouvernement, la façon où le gouvernement a mené la guerre, et cette histoire des tunnels, etc. Et pas ce
qui s'est passé à Gaza le jour où on kidnapper le soldat ou pas kidnapper le soldat. Avant de rentrer dans la question de la politique aujourd'hui, ce qui s'est passé après le 11 septembre aux États-Unis, exactement le contraire de ce qui s'est passé avec la BBC. C'est après le 11 septembre, toute la presse américaine, tous les journalistes habituellement très indépendants ont soutenu l'effort de guerre en Irak, n'ont pas mis en question le fait qu'il y avait des armes chimiques. Moi, j'ai fait tout un livre là-dessus. Il y a eu une absence complète d'autonomie, d'indépendance des journalistes anglo-saxons dans le choc du 11 septembre. Ils sont devenus complètement patriotiques et ils n'ont pas du tout questionné le fait qu'il n'y avait peut-être pas d'armes chimiques. Il n'y en avait pas d'ailleurs. Ça a pris quand même au moins 2 ans aux journalistes américains de retrouver leur autonomie, leur rôle. En Israël, d'habitude, ça se fait plus vite. Voilà, c'est très très vite en Israël. Voilà, exactement, ça va. Oui, c'est exactement ça. C'est très vite, très émotionnel. On va très haut et on va très bas, on descend très critique. C'est ce qui s'est passé avec la guerre de 2006, la guerre au Liban de 2006, où effectivement tout le monde a soutenu. Et après, les critiques étaient extrêmement violentes. Il y a une commission d'enquête et les journalistes ont fait leur boulot. On fait vraiment leur boulot. Mais ça, effectivement, une fois que la guerre était arrêtée, pas pendant que les troupes sont au front. Quand même, Avirama, est-ce que les journalistes n'auraient pas dû rester attachés à leur mission première, c'est-à-dire informer, mais aussi critiquer, prendre du recul, poser des vraies questions, même pendant ce mois de guerre? C'est très très difficile. Vous savez pourquoi, Barbara? Parce qu'on ne peut pas infiltrer Gaza. C'est-à-dire on ne savait rien. Et c'est pas la première fois, hein, c'est la 3e fois d'abord. D'ailleurs, quand on sait rien. La presse israélienne n'est pas là. Mais il y a quand même des gens qui travaillent pour Haaretz, qui sont sur place. Où ça, la dernière fois qu'il y a Amir Haaretz. Libération et Haaretz avaient le même correspondant. Amir Haaretz, la dernière fois qu'il était à Gaza, elle était jetée par le Hamas. Et moi, j'étais là pour l'accepter à Sderot, parce que moi j'habitais Sderot. C'était la dernière fois il y a 6 ans. Il n'y a personne à Gaza. On ne peut pas raconter l'histoire de Gaza à Israël, aux Israéliens. On ne sait rien de ce qui se passe là-bas. La question que pose Avirama est vraiment importante, parce que le fait que si vous êtes citoyen israélien, vous n'avez pas le droit d'aller à Gaza ou en Cisjordanie ou dans les territoires palestiniens, parce que vous avez un passeport israélien, c'est vrai que c'est très difficile pour les journalistes israéliens de faire leur boulot. C'est impossible. Maintenant, c'est impossible. Cisjordanie, c'est mieux, mais Gaza, c'est vraiment no man's land pour les Israéliens. Je dois vous libérer, Avirama. J'aurais bien voulu vous garder, mais vous devez vous en aller. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et je me retourne vers vous, Betsabé, pour poursuivre autour de ce travail journalistique pendant un mois et des polémiques autour des journalistes eux-mêmes. Hein. Oui, alors surtout la polémique autour de la journaliste Yolanda Alvarez, donc de la TVE espagnole, en cause un communiqué virulent signé par le porte-parole de l'ambassade d'Israël sur sa page Facebook. Donc c'est Hamout Al-Rogel qui a écrit que cette journaliste se serait transformée, je cite, en courroie de transmission des messages, chiffres et images et données du Hamas. On parle de chroniques dramatisées qui abusent des adjectifs. Le monsieur Hamout Al-Rogel parle de mise en scène de résultats d'un casting et d'une sélection de scénarios au service des intérêts du Hamas. Alors bien sûr, vous l'imaginez, vive polémique à Madrid, et coïncidence ou pas, Yolanda Alvarez a été contrainte par la direction de la télévision publique espagnole de quitter la bande de Gaza le 31 juillet officiellement sur recommandation du ministère des Affaires étrangères pour des raisons de sécurité. Elle a reçu des soutiens? Alors bien sûr, elle ne compte plus les commentaires de soutien sur sa page Twitter. Elle a même répondu « C'est votre militantisme contre notre journalisme ». Alors plusieurs associations de journalistes, on l'imagine, ont exprimé leur indignation face, je cite, à une tentative d'intimidation. Et alors vous avez la section espagnole de Reporters sans frontières qui a mis du sien, elle aussi. Elle est allée encore plus loin. Dans un communiqué du 2 août, elle a dit que, en fait, les accusations de M. Rogel avaient pour objectif de bâillonner par le biais de l'intimidation une journaliste indépendante d'un média public. Alors on a même Reporters sans frontières Espagne qui a demandé à Israël, je cite, de cesser d'utiliser ses diplomates comme agents de pression et
de propagande. Vous voulez réagir? Je voulais juste dire une chose à propos de Reporters sans Frontières, ils ont publié une tribune dans Libération dénonçant le fait que les journalistes français, les autres aussi d'ailleurs, devaient signer un papier pour l'armée israélienne, disant que l'armée israélienne n'était pas responsable de ce qui allait leur arriver sur le terrain. Et donc Reporters sans frontières est scandalisé par ce papier. Moi j'ai trouvé ça hallucinant, parce qu'on n'a jamais demandé à aucune armée au monde d'être... Moi je trouve que cette position de Reporters sans frontières est hallucinante, parce que dans aucun pays au monde, l'armée en guerre va dire je suis garant de votre rapatriement. Et par ailleurs, notons, et ça c'est une bonne nouvelle, que à ma connaissance, aucun journaliste a été blessé ou tué au cours de cette opération, alors qu'en Syrie, le bilan est épouvantable. Donc, mais la position de Reporters sans frontières est absolument scandaleuse. On note d'ailleurs que selon l'office de presse du gouvernement israélien, eh bien, il y a plus de 705 exactement journalistes étrangers de 42 pays qui ont été accueillis, qui ont pu couvrir soit de Tel Aviv, soit de Gaza, les événements, sans aucune contrainte. Au contraire, selon le JPO toujours, eh bien, il se serait plaint à nombreuses reprises, soit de menaces, soit carrément de s'être fait détruire ou enlever leur matériel par le Hamas, puisqu'ils avaient décrit, par exemple, le Hamas en train de tirer de zones civiles, etc. Notre correspondant a dû quitter local à Gaza, un habitant de Gaza. Pour quelle raison ? A dû quitter parce qu'il avait, le Hamas lui avait demandé de partir, qui d'ailleurs travaillait également pour Haaretz. Le Hamas a chassé les journalistes, le Hamas a menacé les journalistes concrètement, ça s'est vu. A menacé ce journaliste, d'ailleurs on n'est pas le seul. Publié, donc il est parti, je crois qu'il doit être maintenant. Il est à Ramallah, qui était pour Ouest France. Il travaillait pour nous et pour d'autres médias français. Quelle forme ces menaces, Betsabé ? Alors, plusieurs médias internationaux ont indiqué que leurs journalistes avaient été donc menacés, notamment sur les réseaux sociaux, après avoir affirmé, donc, par exemple, que les roquettes étaient tirées depuis les zones civiles. Alors, on a plusieurs exemples, beaucoup en fait. Par exemple, le chef du bureau du Financial Times de Jérusalem, John Reed, qui avait écrit sur son compte Twitter que vous voyez, 2 roquettes ont été tirées sur Israël à proximité de l'hôpital Al-Shifa. Alors, il a reçu des menaces sur son compte Twitter. Un journaliste italien, Gabriele Barbati. Alors lui, il a carrément expliqué qu'une fois qu'il était sorti de Gaza, donc il était plus ou moins sain et sauf, qu'il pouvait parler librement, il a dit qu'après qu'une roquette a tué des enfants dans un camp de réfugiés, des témoins ont vu des militants du Hamas en train de se dépêcher pour ramasser les petits bouts de roquettes, et donc confirmant la thèse selon laquelle Tsahal n'était pas responsable de la frappe. Il y a aussi, bien sûr, ce journaliste correspondant de Ouest France qui a publié une tribune dans Libération, un article dans lequel il raconte les tentatives d'intimidation du Hamas, qui le reçoit, qui plus est dans un hôpital public, le pistolet sous la chemise, en lui disant qu'il ferait mieux de quitter Gaza, et en l'interrogeant avec insistance: as-tu travaillé pour Israël? As-tu travaillé pour Israël à de nombreuses reprises? Voilà pour la situation des journalistes à Gaza. Johan, vous êtes venu nous parler de l'impact de ces choix éditoriaux, de ce positionnement de chaque média sur la psychologie du lecteur pendant un mois de conflit. Exactement, parce que s'il est évident pour tout le monde que l'angle choisi pour traiter une information a une influence sur la façon dont cette information va être traitée, ce qui est en revanche moins évident, c'est que l'ordre des informations, les premières informations données par les médias, est également primordial. Pourquoi? La question est toute simple. Je vais vous donner un exemple. On parle souvent de la première impression. On dit que la première impression est très importante, qu'on ne fait pas 2 fois une première impression. Pourquoi cette première impression est si importante? Parce qu'elle va positionner le conflit, en l'occurrence, dans l'esprit du téléspectateur, et qu'une fois que le conflit est positionné dans une case de la tête du téléspectateur, c'est très compliqué de changer de case le conflit. Ce changement n'est pas impossible, il est très compliqué, c'est juste un principe de psychologie de base, et qu'en l'occurrence, une fois que ma lecture des médias a positionné, en l'occurrence le conflit au Moyen-Orient, de cette façon, très compliqué par la suite de le changer. Donc l'ordre des informations, les premières informations données par les médias internationaux est très importante dans l'opinion que se fera le grand public par la suite. Surtout quand c'est des photos d'enfants morts. Et ce sont des mécanismes qui sont utilisés par le marketing. Exactement, c'est des mécanismes utilisés en marketing
qu'on parle d'une marque, d'un média ou d'un conflit, une fois que ce positionnement est ancré, le travail de changement est très très compliqué. Autre technique marketing très utilisée par les médias durant ce conflit, c'est celle du récit. Celle du récit, pourquoi? Parce que l'esprit, il faut savoir que l'esprit simplifie les informations, et simplifie les informations pour créer une histoire. Quelle histoire on crée? Les histoires qu'on connaît, les histoires des grands mythes, des grandes légendes, etc. Et quand on aborde un conflit aussi complexe que celui du Moyen-Orient, on est obligé de faire des raccourcis. On ne peut pas à chaque fois qu'on aborde ce conflit redonner toutes les informations liées au conflit. Quelles informations ont été données principalement par les médias internationaux pendant ce conflit? L'image catastrophique de la situation de Gaza face à l'image d'une armée surpuissante israélienne. Et même si la situation de Gaza est catastrophique et que l'armée israélienne est puissante, qu'est-ce que ça crée comme histoire? Quel mythe naît dans l'esprit des spectateurs? Le faible versus le puissant. Oui, c'était la réalité. C'est la réalité. Je parle juste des conséquences que ça a. L'histoire qui est créée, c'est le faible versus le puissant. Et le faible versus le puissant, les conséquences sont très graves, parce qu'on a de l'empathie pour le faible, on a envie d'aider le faible, le faible est toujours gentil face au puissant, face à qui on a toujours un peu de méfiance, quel que soit le puissant et quelle que soit la réalité qui est derrière. Donc on a de la gentillesse, de l'empathie face à de la méfiance. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui les gens qui se disent pour la paix au Moyen-Orient se rangent automatiquement du côté de la cause palestinienne, comme si du côté israélien on ne pouvait pas être pour la paix. Alors, dans cette réalité, d'accord, qui est peut-être moins tranchée que les médias veulent le dire, est-ce que Israël a une chance peut-être de faire passer ces messages aux médias français, notamment, c'est-à-dire c'est une guerre légitime, c'est une guerre juste, nous essayons de nous défendre? Pour l'instant, en tout cas, aujourd'hui, aucune chance. Pas beaucoup. Pas beaucoup de chance que les messages israéliens soient entendus. Non, parce que encore une fois, on a oublié comment ça avait démarré. Qui a attaqué qui, tout ça s'est balayé, comme vous le dites, par l'empathie pour les victimes. Donc on a oublié d'où ça vient, cette histoire. Et donc aujourd'hui, ce que je disais à Viraba, les Israéliens ne se rendent pas compte, et pour cause, parce que vous êtes dans votre bulle, à quel point dans le monde entier, c'est la cause palestinienne qui l'emporte aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas au départ. Même, vous voyez, le sondage qui a eu lieu, le Gallup aux États-Unis, qui est assez intéressant. Vous avez encore, je crois que c'est 42% d'Américains qui pensent que la guerre a été justifiée côté israélien, contre 38% qui pensent qu'elle n'était pas justifiée, ce qui est pas beaucoup, et 20% d'indécis ou un truc comme ça, enfin bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça veut dire que la majorité de soutien, même aux États-Unis, commence à s'effriter, même aux États-Unis. C'est une guerre médiatique qu'Israël aura du mal à gagner. On se tourne tout de suite, avant de se quitter, vers la frontière entre Israël et la bande de Gaza. On retrouve Mathias Inbar. Mathias, quelle est la situation ? Eh bien, pour conclure ces 2 heures d'émission, Barbara, je peux vous dire que pour la première fois depuis 15 jours d'incursion terrestre et donc 72 heures de cessez-le-feu, eh bien, nous avons vu des mouvements de Palestiniens dans ces terres agricoles, quelques 300 mètres à côté de la frontière. C'est-à-dire que ces personnes commencent à ressortir des habitations. On ne peut pas distinguer de là où nous sommes s'il s'agit de position du Hamas ou de position civile. Toujours est-il qu'il y a du mouvement derrière nous à Beth Laïa. En attendant, le Hamas, elle a dit, s'il n'y a pas de prolongation de cessez-le-feu, en tout cas si les discussions n'aboutissent pas, eh bien ils reprendront leur tir en direction d'Israël. Et ici, à Netiv Yassara, où les civils reviennent, eh bien ils nous disent qu'il faut absolument trouver une solution politique et économique et non militaire. Voilà, merci beaucoup Mathias. On continue évidemment de vous tenir informés de tous les développements sur le terrain au Caire. Merci beaucoup Annette Lévy-Villard d'avoir été avec nous. Merci Betsabé, merci Johan. C'est donc la fin de cette édition. Moi je vais vous quitter pour quelques jours. Je voudrais remercier toute l'équipe du Morning qui a travaillé d'arrache-pied depuis un mois, et en particulier Myriam Danan, Déborah Selam et Mélie Saada. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien.